Bonsoir à tout le monde et bienvenue à la 14e édition de l'Apéro des Failles. Et donc c'est une initiative organisée par l'Institut des Cryptoactifs et en collaboration avec le pôle Finance Innovation qui nous héberge ici au Palais Brognard. Donc ce soir on a le plaisir de laisser la parole à Dower Finance et Da Vinci, à ne pas confondre avec Da Vinci, qui est l'école d'ingénieurs associée à l'Institut des Cryptoactifs. Donc dans la première, ce soir le format est un peu différent. C'est-à-dire qu'on va faire à l'oral, verbalement, on va s'appuyer sur la nouvelle technologie pour donner un petit exemple de vérification formelle. Donc on va rentrer un peu dans le sujet des smart contracts avec tous les enjeux et les problématiques qui se posent si on ne vérifie pas effectivement formellement la véridicité de ce qu'il y a écrit dans le code. Donc moi j'espère que la présentation soit interactive, donc ne vous gênez pas à interrompre. Si vous avez des questions, je vais juste vous demander de parler dans le microphone pour que les gens puissent écouter après. Et dans le deuxième exposé, il y a Maxime Douomé qui va nous présenter des enjeux, en fait, on verra dans la suite. Et je laisse la parole tout de suite à messieurs Grégoire Santini et Patrick Azopardi de Dower Finance, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà pour nous présenter, Patrick Azopardi, 52 ans. Je suis ce qu'on appelle en anglais le CEO, cofondateur de Dowsers, qui est une solution logicielle de cybersécurité des smart contracts et de la blockchain. On entrera dans le détail. Et rapidement, mon parcours. J'ai fait des études en banque finance monnaie, un magistère en banque finance monnaie. J'ai travaillé dans l'audit financier, dans le conseil en fusion-acquisition. Et dans cette dernière partie de ma vie professionnelle, j'espère, entrepreneur avec un ami avant de créer l'entreprise. Oui, bonsoir. On verra l'histoire de Dozer une autre fois, peut-être. Enfin, s'il y a des questions, on en parlera. Grégoire Santini, enchanté, 42 ans, ingénieur en méthode formelle, en vérification formelle. J'ai fait ça plus de 15 ans à la RATP avant de créer Dowsers avec Patrick. Chez Dowsers, je suis CEO, encore un titre, mais à la limite, qui n'est pas très évocateur, mais je m'occupe du produit, c'est-à-dire d'aligner la réalité du besoin des clients avec la réalité de ce que peut faire la tech et la méthode formelle qui va être le sujet du jour. Voilà, donc n'hésitez pas à nous interrompre. On se propose de vous expliquer en deux temps. Pour ma part, comme je suis en charge plutôt de ce qui est stratégie business et Greg de ce qui est tech produit, on va diviser en deux temps. Le premier temps, je voudrais partir sur le point de départ que peu de gens avaient vu il y a quelques années. Première discussion qu'on a eue avec Greg en 2021, c'était de dire qu'est-ce que sont les crypto-monnaies. Et en fait, mon propos, ayant ce background en politique monétaire et autres quand j'étais un jeune étudiant, c'est de dire en fait c'est le premier cas concret d'application de la finance sur la blockchain. Et la plupart des gens disaient non, ce sont des vraies, des fausses monnaies, enfin avec tout ce que vous avez pu entendre sur le sujet. Mais en gros, on a vu que sur Bitcoin, puis d'autres initiatives, on avait la capacité de créer de la monnaie indépendamment des États et surtout programmable. Donc avec des systèmes qui interagissent sans l'aide d'humains. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça préfigurait ? L'arrivée d'une nouvelle finance, une finance au XXIe siècle où les banques se débarrasseront progressivement de leurs vieilles infrastructures IT. Si vous êtes au courant, elles leur coûtent des milliards par an et sont basées sur des systèmes construits depuis les années 70-80, donc qui tendent à être obsolètes. Et là, on a donc la blockchain, sujet que vous connaissez, qui en fait, il faut voir ça comme une infrastructure de l'Internet distribuée. Et le sujet dans lequel on est aujourd'hui, qui pour nous était une prévision et qui maintenant est une réalité et il n'y aura pas de retour en arrière, c'est que Wall Street, la finance américaine, a depuis quelques mois décidé que les activités traditionnelles que vous connaissez vont être gérées par cette infrastructure blockchain. Donc en France, on a un biais d'information, peu de gens en entendent parler. Les patrons de quelques grandes banques françaises peuvent être plus ou moins intéressés, mais maintenant, si vous connaissez les noms de JP Morgan, BlackRock, enfin ces géants mondiaux de la finance, leurs équipes sont en centaines de personnes, ils recrutent de manière massive et sont en train de pousser des premiers cas applicatifs de finance sur la blockchain à coût de centaines de millions, voire de milliards. Aujourd'hui, JP Morgan processe déjà des milliards par jour sur la blockchain. C'est peu par rapport à là. Donc, le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est Finance on-chain, comme le diraient les Américains. Et donc, autant la blockchain et l'infra, vous le connaissez, et le smart contract, nom assez impropre pour décrire un logiciel
qui s'auto-exécute sur une blockchain. Le smart contract, c'est l'alpha et l'oméga en fait de la blockchain. Blockchain infra, smart contract, un logiciel que n'importe qui peut créer de son bureau ou d'une tour de Wall Street pour créer une application financière complètement automatisée et pour laquelle il n'y a plus besoin d'intervention humaine. Donc ces smart contracts sont réellement le logiciel de la blockchain, si on veut appeler ça de manière plus simplifiée. Or, un des grands problèmes qu'a expérimenté le monde de la blockchain depuis 10 ans, c'est que la beauté, c'est cette programmabilité de ces logiciels. Le talon d'Achille, c'est qu'une fois que ce code est sur la blockchain, n'importe qui peut le voir et l'analyser, même s'il est dans une forme compliquée que Greg vous expliquera. Or, aujourd'hui, on a des entités étatiques de pays que vous connaissez qui scrutent toutes les applications financières sur la blockchain, aussi bien les crypto-monnaies que les protocoles de finances décentralisées, passent des mois à revoir le code et les attaquent dès qu'ils trouvent une faille dans le code, une faille dans la logique du code, un code mal écrit. Ce qui arrive dans 100% du développement logiciel sur cette planète. Personne ne fait un code parfait quand il y a des milliers de lignes de code impliquées. Donc, aujourd'hui, on est face à une vraie limitation de la finance on-chain et c'est une préoccupation de toutes ces banques. Ce n'est pas lié aux crypto-monnaies en ce qu'on en pense, c'est est-ce que la sécurité informatique est suffisante ? Parce qu'une fois que le code est en ligne, il peut être regardé puis exploité s'il a la moindre vulnérabilité. Et aujourd'hui, pour parler concrètement, on parle de milliards de dollars hackés tous les ans. Et encore cette semaine, un protocole qui avait dépensé des millions d'euros en audit, et on rentrera dans le détail, s'est fait hacker. Donc, l'idée de départ de Dowser, c'est d'appliquer des concepts de vérification formelle pour laquelle Greg, Hugo, notre cofondateur, et d'autres membres de l'équipe ont une expérience exceptionnelle dans des systèmes critiques sur la blockchain, en se disant la vérification formelle va être indispensable et vous décriverez ce que c'est, pour être sûr qu'on ne peut pas hacker ces smart contracts. Donc là, vous avez le marché. En fait, le marché qui nous attend, c'est des trilliards de dollars sur la blockchain, à l'unique condition que la sécurité des smart contracts qui les opèrent soit totale. Et c'est là que Dowser intervient en apportant une approche logicielle mathématique qui a déjà fait ses preuves depuis 3 décennies. Donc maintenant que je vous ai dit ça, la limitation, c'est que la manière dont aujourd'hui on contrôle les smart contracts, ça s'appelle des audits, des gens revoient le code, des humains revoient le code. Nous, on amène une solution mathématique et logicielle. Donc là, voilà le contexte. Et ce qu'on voit, et c'est l'introduction que je donne, c'est que la sécurité, ce sur quoi nous on travaille, et on en parlera en conclusion, est désormais poussé ou va être poussé par tous les régulateurs comme le standard de la vérification des smart contracts pour permettre à ce que tout le monde puisse, banque comme petit projet, développer de la finance sur la blockchain. Bon, Patrick a posé le contexte et s'il y a des questions, vous pouvez y aller. On va aller dans la vérification formelle. Donc, on a prévu de faire quelque chose pour vulgariser ce que c'est, mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc, avant de rentrer dans comment ça fonctionne, un peu d'histoire. Très rapide. La vérification formelle et les méthodes formelles ont été inventées tout simplement pour éviter que des erreurs logicielles tuent des gens, tout simplement. Parce qu'à un moment donné où on comptait beaucoup sur les logiciels dans la vie humaine, dans des secteurs comme les avions, les métros, les centrales nucléaires, dans le médical également et pour tout ce qui est aérospatial, on n'a pas tellement envie que le logiciel ait un problème. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et un constat s'est imposé très vite au début de l'informatique et qui est résumé dans une phrase de quelqu'un qui s'appelle Dijkstra, qui est un ponte des méthodes formelles et a été prix Turing en 72. Et s'il y a peut-être une phrase à retenir ce soir, c'est celle-ci, c'est qu'un test, ça permet de montrer la présence d'un bug dans un code, mais ça ne peut pas vous assurer de l'absence de bug. Or, dans ces logiciels critiques, où la vie humaine est en jeu, comme j'ai dit, on n'a pas trop envie que ça bug. Donc quel est le but des méthodes formelles ? C'est vraiment de prouver mathématiquement qu'un code ne comporte pas de danger. Voilà, c'est vraiment le basique est là. Après, comment ça s'articule, on dirait comment ça fonctionne. Alors il y a plusieurs familles qu'on peut regrouper en 4 qui sont theorem proving. On va traduire, avant d'aller là, à chaque fois dans ces 4 familles, qu'est-ce que ça fait une vérification formelle ? Ça traduit et ça prouve. Ça traduit quoi en quoi ? Ça traduit le programme que l'on veut prouver dans un langage mathématique afin de prouver quoi ? Des propriétés de sécurité.
Donc dans ces grandes familles, il y a plusieurs façons de faire, mais on revient toujours à faire ceci. Donc pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est adapté? La question à se poser déjà, c'est est-ce que vous monteriez dans un avion qui a été seulement testé? Je ne suis pas sûr. Patrick a évoqué les audits. Est-ce que vous monteriez dans un avion où le code a été simplement relu? Je ne suis pas sûr. À l'heure de l'IA également, on parle beaucoup d'IA. Est-ce que vous monteriez dans un avion qui a été vérifié par l'IA? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et si je donne un exemple tragique et on déteste utiliser, si vous vous rappelez le Boeing 737 MAX, donc il y a à peu près 7-8 ans, il y a eu 2 crashs de ces avions qui étaient neufs, 300 personnes sont mortes. Le problème, erreur logicielle non détectée par les certificateurs, l'avion décolle, le logiciel interprète des paramètres, dit je dois descendre en urgence, je coupe le pilotage. Et donc même Boeing n'est pas bon en vérification formelle et ça a coûté la vie à 300 humains. C'était il y a quelques années. On ne parle pas d'un cas théorique. Voilà, en tout cas, pour revenir à l'IA, peut-être je n'insulte pas l'avenir, je ne sais pas, mais aujourd'hui, avec les hallucinations que produit l'IA, spoiler alert, si aucun avion n'est piloté par l'IA, c'est bien que ce n'est pas la meilleure chose. L'IA, c'est des probabilités, comme vous le savez. Avec la méthode formelle, on a des preuves mathématiques sûres. Alors, est-ce que vous voulez quelque chose de plus concret, de plus mathématique, ou déjà ce concept ça tombe bien, j'ai mal au dos, je vais pouvoir me lever un peu. Alors comme j'ai pas beaucoup de place, je vais faire quelque chose d'assez simple. On va partir d'une fonction, je vais éviter d'approcher le micro de cette enceinte. Si on a une fonction qui veut transférer de l'argent, faut écrire plus gros peut-être. Alors on veut transférer à une adresse. Alors je vais écrire en petit aussi. Gros et petit, ça va être marrant. Et on veut transférer un montant. Alors je vais vraiment la simplifier. Donc on récupère l'adresse de celui qui veut envoyer. Donc adresse envoi. On récupère sa balance, combien il a d'argent. On récupère également, on va vérifier que le montant envoyé est inférieur à la balance ou égal. Et ensuite, on va faire une fonction qui, je ne vais pas l'écrire parce que je vais regarder un peu de place, qui envoie l'argent, donc qui va prendre la balance de la personne qui reçoit et qui va lui ajouter le montant. Et on va également enlever le montant de celui qui a envoyé. Tout ça pour dire quoi? Si on veut savoir que ça fonctionne, on peut tester sur plusieurs valeurs numériques. Est-ce que ça fonctionne pourtant? Mais on n'a couvert qu'un cas fini de situation. Alors qu'en méthode formelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire une propriété. Donc là, c'est des maths. Je suis désolé pour certains, pour ceux qui aiment les maths. On va vérifier que le fait que le montant soit inférieur ou égal à la balance de l'envoyeur applique bien que la balance de l'envoyeur va bien être déduite du montant, moins égal, et que ça applique bien qu'à la fin, la balance de l'envoyeur est inférieure ou égale à la balance qu'il avait au début. Voilà, grosso modo. C'est très très bien écrit, je pense que les gens qui regardent sur vidéo me remercieront. Mais l'idée c'est ça. Alors c'est un exemple théorique très simple et vraiment vulgarisé. Mais ça vous montre qu'à la fin, on se retrouve avec une expression mathématique que l'on va résoudre comme n'importe quel problème de maths, comme limite des choses que vous avez peut-être fait à une certaine époque à l'école. Pourquoi ça arrive à répondre à une vraie problématique? Alors il y en a plusieurs. Déjà parce que si on prend, alors ma femme étant architecte, je vais prendre une métaphore dans le secteur, si elle ne vous parle pas, j'en ferai une autre. Mais on va dire que le développeur, c'est l'architecte. La méthode formelle, c'est l'ingénieur en structure qui va venir dire ok, ce que tu as fait c'est très joli, il n'y a pas de problème, je ne porte pas de jugement, mais structurellement ça ne va pas fonctionner. Là où un auditeur serait peut-être un bureau d'expertise ou un cabinet de conseil. Ce que je veux dire par là, c'est que les audits c'est un nice to have, c'est très bien, on a des interactions humaines, ça permet beaucoup de choses, mais ça n'est jamais un substitut à une preuve mathématique. Souvenez-vous toujours de l'avion, moi je ramène toujours à des choses concrètes. J'aime beaucoup cette phrase de Lacan que j'ai mise sur le site. Le réel, c'est la chose dans laquelle on se cogne. Donc voilà, un avion qui a été relu par des gens,
donne pas de confiance. J'ai l'impression que tu vas ajouter quelque chose. Et en fait, pour simplifier, parce qu'on ne connaît pas là, on vous découvrira tout à l'heure autour du verre, mais on ne connaît pas vos parcours professionnels, ni vos connaissances dans ces domaines. Mais aujourd'hui, le code, il y a des équipes très expérimentées aux États-Unis, en France, en Israël, en Angleterre, qui prennent le code des smart contracts, les revoient, passent des journées à revoir le code, vont détecter ou non des erreurs connues de langage, d'écriture ou autre, vont faire ce qu'on appelle des tests, donc dire tiens je mets une variable et je vois ce que ça donne. Donc tout ça c'est extrêmement limité, mais à défaut d'avoir autre chose, c'est la pratique qui s'est développée et qui est jugée par tous complètement insuffisante. Donc d'où on arrive avec cette approche de modélisation mathématique, on prend le code du smart contract, on le copie, donc on n'y touche pas, on le copie sur nos serveurs, on le modélise mathématiquement et ensuite on joue tous les scénarios possibles. Donc ce qu'il faut avoir en tête dans cette matière, c'est que la France est excellente dans le domaine, on a d'excellents chercheurs et le premier cas pratique, Greg a oublié de vous le rappeler, tellement pour lui c'était évident, Greg et Hugo étaient en charge de la vérification formelle de la ligne 1 et 4 du métro automatique que vous prenez tous les jours. Et si vous voulez savoir le nombre de gens qui prennent la 1, la 4 et la 14 tous les ans, 500 millions de passagers prennent ces 3 lignes. Donc la RATP était le premier groupe au monde à développer cette expertise de vérification formelle parce que ces 3 métros sont critiques pour Paris. On ne veut évidemment pas d'accident entre métros et on ne veut pas de congestion dans Paris. On est tous parisiens ou proches parisiens, on sait le problème. Et dans le monde de la blockchain, ça n'a pas été développé pour une seule raison qui va vous paraître stupéfiante. Il n'y a quasiment aucun expert dans le monde qui s'intéresse à la vérification. Alors, vérification formelle, all together, vous regardez sur LinkedIn, il y a moins de 1000 ingénieurs, quelles que soient les industries, spatiales, il y a des gens chez SpaceX et autres, moins de 1000 sur la planète, très peu en Chine, quelques-uns aux États-Unis, beaucoup en France, un peu en Israël, un peu en Angleterre, un peu en Suède. Et du coup, sur le segment blockchain, on est 3 équipes dans le monde, à notre connaissance, à développer des solutions logicielles. Donc c'est assez phénoménal. On est tous dans le monde des startups. C'est phénoménal d'être aussi peu. Et on amène ça. Oui, pardon ? Si je ne dis pas de bêtises, la crypto-monnaie en Chine est interdite. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de spécialistes en Chine et donc il nous laisse un créneau de développement économique. Alors en fait, si j'apporte le propos sur... la Chine, peut-être, mais sauf que tous les grandes fortunes chinoises sont éventuellement à Hong Kong, certainement à Singapour. Donc Singapour, qui est le Luxembourg des grandes fortunes chinoises, est l'endroit où la crypto-monnaie est le plus développée, et l'autorité monétaire de Singapour, à qui on a des contacts, est celle qui a fait le plus de régulation. Donc c'est plus dans le monde académique, la méthode formelle est connue, mais les applications dans la vraie vie ont été dans 4 piliers français, nucléaire, métro automatique, aérien et puis spatial. On a Arianespace, Airbus, RATP et EDF. Alors, les Américains, pardon pour nos amis américains, si on a dans la salle, leur nucléaire est catastrophique. Leur métro, on était à New York la semaine dernière, on a l'impression d'être le siècle dernier. Leurs avions Boeing, il y a 7 ans, un crash catastrophique. Et leurs fusées sont très bonnes maintenant grâce à ce qui se passe avec SpaceX. Et SpaceX recrute des ingénieurs en vérification formelle. Donc, très peu d'ingénieurs en vérification formelle, très peu de scientifiques. Et du coup, nous en France, un avantage lié aux infra françaises et à ce qui a été développé en corollaire. Et d'où, venant de ces mondes-là, on a des scientifiques, notre équipe, et des ex-RATP, on applique ça à la blockchain qui, pour le coup, offre des possibilités gigantesques. Oui, parce que en France, comme l'a dit Patrick, on est quand même peut-être... le pays, c'est très subjectif, ce que je veux dire. N'enlevez jamais ma subjectivité de mes propos. Je fais de mauvais pour être objectif, mais c'est pour ça qu'on fait des méthodes formelles, c'est impossible. Et en tout cas, un des pays, c'est sûr, qui a le plus poussé les méthodes formelles dans l'industrie, avec les 4 piliers que Patrick a mentionnés. En tout cas, pour ce qui nous concerne, Hugo et moi, on a travaillé sur des logiciels. En gros, ce qui est un argument aujourd'hui, et l'idée de départ, de transporter notre expertise aux problématiques de la blockchain, parce que il y a plusieurs problèmes, comme je le disais. Il y a le nombre ahurissant et grandissant de projets et le manque, au-delà de la qualité des audits que je laisse chacun juger, ils sont débordés par la demande. Il y a également des problèmes de scalabilité de la compliance. Je ne sais pas si l'intervenant qui arrivera après n'est pas dans la compliance, mais dans une logique de compliance, il sait de quoi je parle. Donc, pouvoir arriver avec un logiciel qui répond à ces besoins
Et aujourd'hui, un vrai besoin, j'allais dire pain point, j'aime pas trop les anglicismes, mais il n'y a que celui-là qui me vient. Oui, et alors pour illustrer, parce qu'on sera ravis de vous envoyer des documents, parce que là, on est à l'oral, ça ne sert à rien de rentrer dans ces détails-là, mais la vérification formelle va s'imposer par la loi pour les smart contracts dans la finance. Ce n'est pas une opinion, c'est ce qu'a émis l'AMF ACPR récemment. On est en discussion avec d'autres régulateurs européens qui disent bah oui, de manière scientifique, c'est la manière la plus élevée d'assurer la sécurité d'un logiciel. Et on a aussi des discussions préliminaires aux USA et chez d'autres régulateurs. Je parlais de Singapour. Donc, on est dans un cas où ce qu'on voit ce soir, ça va vous paraître bizarre, mais dans 3, 4, 5 ans, vous verrez tous les protocoles de finance décentralisée, que ce soit de votre banque ou de jeunes innovateurs, ou de moins jeunes innovateurs, utiliser cela pour être sûr qu'avant de déployer leur code sur la blockchain, il a été mathématiquement prouvé qu'il était fiable. Et je rajouterai un point, et là aussi on vous enverra les documents, parce que nous-mêmes, on n'aime pas les opinions, on aime les faits. On a trouvé l'année dernière sur le site de la Maison Blanche, qui a donc été mise à jour, le rapport du directeur national de la cybersécurité américaine. Donc on l'a téléchargé, qui disait, voilà, nous, États-Unis, premier pays au monde du logiciel, donc première surface d'attaque mondiale de tous les autres pays en confrontation avec les US. Donc comment peut-on, au niveau US, ça date de février 2024, avoir une stratégie pour que nos logiciels soient le moins violables possible? Page numéro 10, la vérification formelle, il faut absolument qu'on la développe de manière industrielle pour qu'elle soit scalable, donc à l'échelle. Donc on a des opportunités à l'heure actuelle assez invraisemblables aux US du fait de cette asymétrie de compétences et de capitaux. Ils ont beaucoup d'argent, moins d'ingénieurs déjà rompus. Donc une partie de notre destin va se jouer, en tout cas commercialement, aux USA. Voilà, on a fait le parti pris de ne pas faire quelque chose de trop technique, parce qu'on se dit en fin de journée, c'est assez lourd parfois la vérification formelle, d'où cet exemple théorique simple que Martino m'a gentiment suggéré. Mais pour aller dans un peu plus de concret, comment nous on s'en sert à Dozers? Quelqu'un m'a demandé en arrivant qu'est-ce qu'on fait à Dozers, et j'ai dit on aide les acteurs de la blockchain au sens large à avoir confiance en le code qu'ils utilisent ou qu'ils développent. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y a une question. Mais alors c'est pas une question, c'est enfin oui et non. Il y a 2-3 ans, j'avais assisté à je sais plus quel forum où on parlait au niveau justement du compliance, parce que moi je suis dans la finance, de la problématique des documents à fournir qui peuvent être falsifiés par l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle risque de malmener la sécurité de la blockchain si elle est fait utiliser à des fins malveillantes? Parce que dans les documents, on envoyait il y a 2-3 ans, et moi, pour avoir vu le cas sur mon bureau, on commence à avoir des documents recréés par l'intelligence artificielle. Alors, en fait, là, on est sur les systèmes de confiance. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, si on voit tout ce que c'est une capacité à processer des milliards de données très rapidement, les structurer et à créer du texte, de l'image ou des processus automatiques. Une fois qu'on a ça, les capacités de l'IA sont absolument de plus en plus phénoménales. De plus en plus phénoménales. Maintenant, sur la blockchain, il y a déjà, pour parler concrètement, beaucoup d'IA utilisées pour programmer, on va appeler ça la spéculation. Il y a beaucoup d'achats, ventes de crypto-monnaies qui sont opérés par des bots. Il n'y a pas d'humains, c'est-à-dire 24 heures sur 24, qui repèrent les différences de prix entre les différentes plateformes de crypto-exchange et vont dire j'achète là, je vends là. Donc faire de l'arbitrage automatique. À l'instar de la finance de marché, là, c'est littéralement fait avec de l'IA. Donc on va voir, dans le cas de la finance on-chain, celle qui sera accessible, pas celle interbancaire, mais celle ouverte au grand public, évidemment, il y a déjà une grande part de programmation faite par l'IA. Et là, vous avez des gens exceptionnels en Chine qui travaillent là-dessus, dans les pays Ukraine, Russie, en confrontation, mais ils ont des ingénieurs exceptionnels dans ces domaines, États-Unis aussi. Donc oui, l'IA est déjà utilisée pour faire des batailles de bots ou des batailles d'arbitrage de trading. Néanmoins, sur les smart contracts, donc deuxième point, plus spécifiquement, oui, des solutions sont en train d'être développées et nous-mêmes, on intègre de l'IA, sans vous dévoiler pourquoi, pour analyser, scruter de manière automatique des smart contracts et détecter des vulnérabilités connues. Mais le point de la vérification formelle, c'est que si vous prenez juste un token, c'est un smart contract derrière, mais si vous prenez, basiquement, mais des protocoles, il y a plein de smart contracts qui interagissent les uns avec les autres. Là, l'IA est inopérante, c'est-à-dire que l'IA peut lire du code beaucoup plus vite que n'importe qui, mais l'IA ne peut pas jouer du code. Nous, la vérification formelle, on joue du code, copier, un avatar du code, on joue. Donc,
de manière scientifique, il est établi aujourd'hui que la méthode formelle est supérieure à l'IA par conception, par design. La méthode formelle permet de renaître du code. L'IA permet de le découvrir. Merci beaucoup. J'ai une question. Donc vous êtes dans les meilleurs dans la vérification formelle. La question que je voudrais vous poser, c'est quelle est, selon vous, l'évolution entre la vérification formelle que vous maîtrisez très bien et le Zero Knowledge Proof que notre entreprise française maîtrise très bien, qui est Kakarot. Et j'ai pas du tout votre niveau technique, mais j'ai l'impression que les deux sont alliés et vont dans le même sens, mais ne sont pas tout à fait identiques. Alors, je vais compléter, parce qu'on connaît l'équipe Kakarot qui est brillantissime et qui vient d'être intégrée à Zama. Voilà, on les connaît. Et effectivement, nous, la vérification formelle, elle vise à prouver mathématiquement qu'un code est inviolable. Okay, ce sur quoi travaille Zama, c'est d'autres questions. Il y a des questions dans la blockchain d'anonymat, de transactions. Parce que la beauté de la blockchain, c'est que tout le monde peut voir ce qui s'y passe en ayant les compétences. La mocheté de la blockchain, c'est que vous n'avez pas envie que je ne sais qui voit ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce qui est développé par ce type d'entreprise, Zama, Kakarot, est très intéressant. Et donc, on est sur deux choses. Nous, on est sur le trust dans le code. Eux sont dans le trust dans la peut-être contrepartie en gardant l'anonymat, en fait. Donc on est des entreprises avec des technologies très différentes, mais finalement des choses complémentaires pour que la blockchain devienne un système de confiance à la fois sur le code et à la fois sur l'opacité des transactions par rapport à n'importe qui peut regarder la blockchain. À notre avis, voilà, comme ça, oui. on le voit. Pour répondre un peu plus loin, on était à New York la semaine dernière, comme Patrick l'a dit, parce qu'on a fait finaliste d'un hackathon organisé par Chainlink, Glyph, je pense, et Swift. Et sur plus de 100 projets, on est arrivé 3e, on est assez content. Mais ce qu'on a mis en avant, c'est qu'il y a deux problèmes majeurs. Le problème de confiance dans le code, soit qu'on répond, et le problème de confiance en les acteurs, dans la contrepartie. Et c'est pour ça que chaque pièce du puzzle, on n'a jamais résolu un puzzle avec des pièces identiques, mais tout le monde participe à ce puzzle. Nous, on fait vraiment la partie trust. Eux sont plus dans la transparency, si on devait résumer en rapidement. Et pour revenir sur le point de l'IA, en fait, pour nous, c'est merveilleux d'avoir de l'IA qui attaque du code automatiquement. Parce que ça rend indispensable la vérification formelle. Donc pour nous, plus il y a d'attaquants, en fait, en réalité, c'est ironique de le dire, mais les milliards volés, enfin les hackers, les meilleurs, en fait, sont en Corée du Nord, sont en Russie, sont en Israël, sont en Ukraine, sont aux États-Unis. Bon, en gros, pour nous, malheureusement pour ceux qui sont volés, ce sont nos meilleurs alliés stratégiques, même si on vous rassure, on ne les connaît pas. Hein. Pour revenir à votre question également sur les documents, donc on a une partie tout à fait automatique pour les investisseurs et les exchanges, et on a une partie pour les développeurs où chaque étape, on produit des documents. Et justement, comme nous a dit quelqu'un que je ne nommerai pas d'une grande entreprise dans la blockchain, il a dit quand vous demandez un audit, vous faites confiance que quelqu'un a fait quelque chose. Avec vous, on a une preuve mathématique de ce qui a été fait. Donc dans ces documents, nous, on met la preuve mathématique qui rejoint l'auditable. Donc elle peut peut-être être à l'image c'est difficile de la copier pour un autre projet. En fait, si vous êtes développeur de smart contract, on sera ravi de vous montrer notre solution logicielle qui aujourd'hui nécessite quelques paramétrages pour comprendre la logique de votre smart contract, mais qui à un certain horizon permettra en grande partie de tout traiter sans que personne ne se parle. Donc on est sur un sujet à l'instar de Zama et de Kakarot, qui, on espère, sera assez prometteur. Et c'est l'avantage de la blockchain, ça n'a pas de frontières. Donc on a aujourd'hui des clients. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour une entreprise qui est basée, des petits génies qui sont au Vietnam, des gens aux US. On était hier avec des gens au Brésil. Donc la beauté de la blockchain, c'est de permettre de travailler aux quatre coins du monde avec des personnes qui vont utiliser le rail de la blockchain pour faire des transactions quatre coins de la planète, pour lesquelles on aura besoin de confiance dans le code et confiance dans la contrepartie. Bonsoir, merci. Vous êtes sur la technique blockchain et donc vous avez mis en place des systèmes de vérification de la blockchain. Aujourd'hui, l'ANSSI réfléchit déjà sur des solutions sur le quantique qui pourraient casser facilement en fait, la blockchain par une capacité de calcul encore supérieure. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Alors, très bonne question. On va répondre c'est pas nous qui allons répondre, on va vous transcrire ce que nous dit notre directeur scientifique, Sweb, qui est un des meilleurs chercheurs internationaux en vérification formelle et plus généralement en système distribué et autres. Bon, aujourd'hui, le quantique, de ce qu'on en comprend,
En Chine, il y a des premiers exemples, mais bon, ça demande des moyens colossaux. Google aussi a dépensé 5 ou 10 milliards pour arriver à faire des petites transactions. Donc, pour le redire autrement, le jour où le quantique est opérationnel, quand on n'en sait rien, nous on n'en sait rien, on connaît les gens de l'ANSSI, mais en gros on n'est pas informé sur ce que font les centres de recherche américains et chinois. Mais le jour où le quantique est là, c'est tout l'Internet qui saute. C'est pas la blockchain. Il y aura d'autres problèmes que la blockchain, je pense. C'est tout l'Internet. C'est toute la cryptographie de l'Internet mondiale qui saute. Donc en fait, le sujet nous concerne. Enfin, effectivement, s'il y a cette révolution, je crois que tout le monde devra reprendre son stylo et on aura voir peut-être comment d'autres faire. problèmes à part ça, parce que la cryptographie au sens large, et il y aura à mon avis d'autres problèmes. Non, en fait, le sujet n'est pas celui-là. Vous pouvez répéter la question? Oui, la vérification formelle, c'est une approche mathématique logicielle. Mais le quantique, c'est une capacité de calcul phénoménale en parallèle. Donc, capacité à gérer des milliards de transactions en une fraction de seconde. Donc, des milliards de combinaisons possibles. Néanmoins, la vérification formelle, si elle dit ce logiciel ne peut pas être cassé, il n'est pas cassé. Mais les problématiques là, que vous avez soulevées, ça concerne les blockchains et les attaques sur le système des blockchains. Là, effectivement, personne n'a la moindre idée de ce qui va se produire. Juste pour reformuler aussi, nous, on est en train de travailler sur les smart contracts, pas sur la cryptographie, sur comment fonctionne le smart contract. Donc, c'est deux sujets différents. Mais c'est sûr que si la blockchain s'écroule, c'est autre chose. Mais on pourra faire autre chose. On changera de travail, on reviendra au métro. Non, on fera de la méthode formelle sur autre chose. Avec les robots qui arrivent, je pense qu'on aura pas beaucoup de travail avec les robots. Juste pour revenir aux planètes Terre, donc aux smart contracts. En fait, autant que représentant de l'Institut, il ne faut pas que ça dégénère dans une présentation commerciale. Et du coup, je vous pose la question. OK, il y a d'autres boîtes qui s'intéressent à la vérification formelle de smart contracts, je ne sais pas, Certora, Chain Security, et il y en a d'autres. En quoi vous avez un added value, ou c'est quoi les enjeux que vous avez visés, ou alors, added les value, solutions que vous avez trouvées oui, qui les distinguent par rapport aux autres? En fait, on va donc pas le dire en ligne. Et on te le dira, Martino, parce qu'en fait, en termes de technique, les gens sont excellents. Donc nous, on a beaucoup de respect pour les diverses équipes, parce qu'elles ont toutes des backgrounds scientifiques, sont des gens sérieux, des gens qui travaillent bien et qui ont le même but que nous, c'est-à-dire sécuriser les smart contracts. Donc on ne voit pas ces concurrents comme des ennemis, mais on les voit justement comme des gens qui chacun participe à l'évangélisation de cette méthode qui va s'imposer. Par contre, notre secret sauce, on en parlera aux développeurs, et quand on leur montre, ils comprennent. Elle n'est pas tant technique que le fait... En fait, le vrai sujet, je reviens au directeur de la cybersécurité US, on va dire quelqu'un de plus crédible que nous. Son propos, c'est il est vital de rendre scalable la vérification formelle. Voilà, c'est sur ça qu'on travaille. Je voulais justement poser une question sur la scalabilité, et aussi, vous avez parlé de l'IA. Est-ce que vous avez développé en interne un outil IA, ou pour l'instant vous appuyez en partie tierce? Non, en interne. On a des programmes de R&D, parce que l'IA est intéressante. Comme son nom l'indique, l'IA, c'est un accélérateur de processus et d'automatisation de tâches. Voilà. Donc on utilise l'IA pour un certain nombre de choses, mais pas pour la vérification formelle. Disons que c'est pas le cœur du moteur, mais ça met de l'huile dans le moteur pour... en amont, en aval. Mais oui, de manière évidente. Il faut vivre avec son temps. Et puis surtout, on est une équipe un peu comme les autres équipes de vérification formelle. C'est un peu ce qui fait la singularité des quelques rares acteurs sur cette planète, du fait de la rareté des ingénieurs. C'est qu'on a un mix de gens qui font du développement logiciel, un mix de gens qui font de l'application pour des clients, et un mix de scientifiques qui font de la recherche pure. Et on le voit parce qu'on connaît les gens de l'ANSSI sur des sujets que personne n'a jamais explorés. Donc c'est passionnant. On est en train d'ouvrir, nous comme d'autres, des pans entiers de la vérification formelle appliquée à la blockchain. C'est très enthousiasmant. Donc là, si je comprends bien, vous vérifiez que le code va fonctionner. Mais généralement, du code, il y a des données en entrée, des calculs, puis des données en sortie. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui existe pour vérifier, pour s'assurer de la véracité des données qu'on y entre? Alors nous, de notre côté, comme je l'ai pas assez bien dit, mais je vais le répéter tant mieux, la différence avec cette approche de la vérification formelle, c'est que on va explorer tous les chemins d'exécution possibles.
C'est-à-dire que peu importe l'entrée qui va venir, on va l'explorer, même des choses qui ne viendraient pas à l'esprit. Je prends toujours cet exemple concret, qui est quand j'étais à la RATP, sans dévoiler de choses. À un moment donné, il y avait un contre-exemple, parce que quand vous faites tourner un logiciel dans cette méthode sans état, il y a un contre-exemple qui vous dit qu'il y a un problème avec ces états de variables. Il dit il y a eu un accident, il y a un train qui a sauté au-dessus d'un train. On écrit un lemme mathématique qui dit non, dans la réalité, ça n'existe pas. Tout ça pour vous dire qu'avec cette méthode, on va explorer tous les chemins possibles, théoriques, même ceux qui sont théoriques dans les équations, mais pas forcément dans le monde réel. Donc nous, on regarde le comportement du logiciel, peu importe les entrées. Mais il y a sûrement des choses qui sont faites. Et je tiens aussi à dire que nous, on est concentré sur le comportement intrinsèque du code et pas sur des comportements financiers de hausse ou de baisse. Et là, je vois que Patrick a un complément. Enfin voilà, c'était ça ma question, c'est qu'à partir du moment, enfin vous êtes vous sur le code, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont là pour vérifier que des données du monde réel sont bien traduites en données en entrée d'un smartphone? Alors en fait, si on parle du cas de la finance décentralisée, vous mettez votre protocole sur la blockchain et après n'importe qui peut interagir à partir de son wallet. Donc en fait, il y a des fausses transactions qui sont créées. Mais nous, c'est précisément ce que permet la vérification formelle, de faire que s'il y a une fausse transaction, ça ne déclenche rien sur le logiciel. Mais oui, il y a des choses complexes qui sont développées pour truquer. Enfin, c'est très complexe à décrire et on n'est pas compétent pour le faire. C'est plus notre équipe R&D, mais il y a des hackers professionnels qui vont mettre des données d'entrée pour élargir, violer les partout où il y a une porte ouverte où quelqu'un peut rentrer, il y a une opportunité de business. Donc si c'est pas quelqu'un qui sait le faire, quelqu'un va le faire. D'où le concept de la vérification formelle qui porte sur aussi deux secteurs. La sécurité, en anglais, vous trouverez d'ailleurs le mot safety. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Et plus dur à traduire, la liveness, donc la vivacité. Ce qui doit se produit toujours. C'est-à-dire le logiciel, ce logiciel sur la chaîne, s'il doit envoyer de l'argent arrivera quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin que ça emprunte dans les instructions du code. Et donc, on est sur des systèmes de vérification que les logiciels fonctionnent bien, font ce qu'ils sont censés faire, liveness, et ne font pas ce qu'on redoute qu'ils puissent faire, la safety. Et en fait, le vrai point de départ, c'est qu'au-delà du modèle, de ce qu'on appelle le moteur de preuve, il y a également les propriétés de sécurité, d'où le travail d'ingénierie à faire avec les gens qui ont développé un smart contract pour dire, mais en fait, quel est son but ? Et là, vous allez définir avec eux ou leur proposer tous les risques qu'on ne doit jamais voir arriver et toutes les fonctions qui doivent s'exécuter quoi qu'il arrive. Précision rapide, écrire une propriété de sécurité, parce que là c'était un cas trivial, c'est quelque chose qui demande une vraie expertise. Ok, bonsoir. C'est pour savoir si vous avez pour objectif dans le futur de faire des outils directement pour les développeurs, au lieu de prendre après que le code soit déployé ou pour un audit où ils vous fournissent quelque chose qui est déjà terminé, pendant le développement que le développeur puisse directement s'il y a des failles qui ont été faites dans son code. Alors en fait, on travaille déjà sur les deux sujets. C'est très intéressant cette question. Donc on a la capacité, nous, d'analyser du code en production, donc sur ce qu'on va appeler le dépôt, on parle tous en anglais, le repository du développeur. Donc il nous donne accès à son code, on le copie, on le translate, ou le code directement sur la chaîne, où là on le prend, le décompile, on recrée ses fonctions principales. Mais par rapport aux développeurs, ce qu'on voit, c'est qu'il est plus utile, de l'expérience de nos missions, on a commencé à utiliser notre propre logiciel pour aider des développeurs depuis une année, il est plus utile d'arriver sur la fin du protocole, à ce stade, parce que en fait, il y a tellement de changements qui peuvent être faits d'une semaine à l'autre que si tu vérifies des propriétés qu'en fait tu décides d'enlever parce que tu as changé d'avis sur la manière de le faire, tu vas faire du travail pour rien. Donc il faut arriver avec un projet qu'on va dire fini ou quasi fini, où tu te dis je suis vraiment allé au bout de ce que je voulais faire, et là on va le passer à la moulinette. Par bonheur pour toi, il sera peut-être correct, et s'il n'est pas correct, précisément là tu vas pouvoir faire ta repasse dessus en disant ouais, cette fonction, en fait, il ne faut pas que je la mette là, il faut que je la change. Et là, tu repasses une deuxième fois et là, on te dit tout est OK. Donc, dans l'idée, on trouve à ce jour, mais ça pourra évoluer, qu'il vaut mieux prendre des projets où il y a déjà pas mal de choses de développer. Comme ça, toute la logique est en place. Parce que en fait, plus la logique est développée, plus la vérification formelle te permet. Parce que tu peux avoir des contradictions entre une fonction et une autre. Souvent ça qui crée des bugs. Alors, ma réflexion, ma question c'est un petit peu confus. Vous avez parlé des normes de sécurité.
Donc voilà. Vous savez comme moi que les milieux bancaires et tout ça ont le KYC, le compliance à faire. Alors sur la blockchain, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui existe par rapport au faux, usage de faux, financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et tout ça, puisqu'il y a beaucoup d'anonymat. Est-ce que vous pensez que, vu que ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ici 4-5 ans, il va y avoir une législation qui va se mettre sûrement au niveau européen, qui seront retranscrits en loi française dans les 2-3 ans qui suivent, il y aura quelque chose pour protéger les personnes qui font du conseil sur les crypto-monnaies par exemple, hein, ou même des opérations immobilières, parce que j'ai déjà vu qu'il y a des opérations qui se faisaient dans l'immobilier sur les blockchains, pour faire le KYC complaisant pour voir qui est derrière. C'est déjà obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a un règlement européen qui s'appelle MiCA, qui est déjà obligatoire, même si tout le monde n'arrive pas forcément à suivre. Et nous, on est en discussion avec les régulateurs européens, on en a rencontré une dizaine, pour un MiCA numéro 2, qui, est-ce que la vérification formelle sera dedans? On n'en sait rien, on touche du bois. Mais en tout cas, non, tout ça est déjà encadré, mais pas que par le régulateur européen. C'est-à-dire, ce qui s'est produit là au mois d'avril 2025, c'est que le président américain Trump a mis dans son bureau les 2 partis principaux aux États-Unis en disant: comment se fait-il qu'on ne domine pas les crypto-monnaies et plus généralement la blockchain? Merci de vous mettre d'accord, et on crée une loi pour autoriser à la fois les crypto-monnaies sous une certaine régulation et pour encourager tout Wall Street à tokeniser, donc à mettre sur la blockchain des actifs réels, c'est-à-dire la JP Morgan est en train de faire des déposits par rapport à des choses monétaires. Donc, aux États-Unis, la législation qui était anti-crypto-monnaie, anti-blockchain finance par la précédente administration, tout ça est terminé, il n'y aura plus de retour en arrière. Nous, on est en contact aux US, et donc ce que vous mentionnez est déjà régulé. Après, les opérateurs crypto-exchange, est-ce qu'ils arrivent à savoir qui fait quoi? Le processus de KYC est assez gigantesque. Il est déjà opéré. Mais plus on va aller en avant, plus ça va être régulé. Parce qu'en fait, je reviens à mon magistère en banque finance monnaie. Et je vous incite à aller voir l'exposition au musée des archives, magnifique, faux et faussaires. Je vais faire un post LinkedIn dessus, où il y a depuis le Moyen-Âge les faux actes de vente, les fausses monnaies, ainsi de suite. Et les punitions qui vont avec. La monnaie est associée au régalien. Je garder en stand-by cette question pour le talk suivant, qui est peut-être plus centré sur le sujet. Et je vous laisse peut-être converger vers le discours que vous aviez préparé. Non, mais en fait, nous, on a fini. On sait juste que par chance ou par vision, ou un mélange des deux, c'est ça dans le monde des affaires, on est sur un créneau et une expertise qui va s'imposer soit par les régulateurs, soit d'elle-même, parce que personne ne peut tolérer, en tout cas, comme on dit, Larry Fink ne va pas tolérer de se faire voler des milliards par des Nord-Coréens sur la blockchain. Donc, ce qu'on fait va avoir, on pense, de l'essor. Oui, juste une petite question pour bien comprendre là l'exemple. C'est lisible en plus. Oui. En fait, qu'apporterait un test que ne fait pas aujourd'hui la vérification formelle? C'est l'inverse, justement. Oui, non, j'ai bien compris que c'est l'inverse. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'un test pourrait révéler et que la vérification formelle... D'accord. C'est pour ça que la conclusion que j'allais faire, c'était la phrase d'intro. S'il y a une phrase à retenir ce soir, celle de Dijkstra. Un test vous montre la présence d'un bug, mais ne veut pas vous garantir de l'absence. Parce qu'un test, vous allez prendre un échantillon de... Si vous faites un test, là, c'était des chiffres, donc on va faire un test pour 500, un test pour 1000. C'est un nombre fini. Alors que quand vous faites l'approche de la méthode formelle, vous allez faire l'ensemble de tous les nombres entiers, si on prend ou les nombres réels, peu importe. Ça vous couvre... Ce serait un petit peu... Oui, dans toutes les circonstances théoriques. En fait, si on peut schématiser différemment, c'est vraiment la fusion des mathématiques et de l'informatique. C'est un peu comme à l'exemple du théorème de Thalès. Voilà, une fois qu'on a ce théorème qui a été prouvé, il a sûrement dû dire à 3, 4, 5, avoir une intuition. Après, il l'a prouvé avec des variables comme là. Et maintenant, ça marche. Vous le prenez, vous l'appliquez à un triangle, vous avez votre réponse. C'est cette même logique. En fait, après, comme toujours, avec un test, si un développeur, parce que les développeurs utilisent des outils open source que nous on a bêta-testés, qui sont assez limités. Avec un test, vous pouvez trouver un bug et vous pouvez le corriger, c'est très bien. Mais je reviens à BlackRock, et je vous parle de BlackRock pas de manière fantaisiste. C'est des gens qu'on pense rencontrer en 2026. Dans une banque, les développeurs sont excellents, sont très bien payés.
Néanmoins, ils ont un patron de la cybersécurité qui dit « je ne fais confiance à personne, pas plus à vous qu'à quelqu'un d'autre ». Okay, donc, votre code, magnifique, vous êtes les meilleurs au monde, vous sortez de Stanford et on vous paye $800 000 par an. Néanmoins, qui a contrôlé votre code? Donc, en fait, nous, notre positionnement stratégique dès le début, c'est de se dire que les développeurs travaillent et aient un code parfait, tant mieux pour eux. Mais les banques n'accepteront pas, et c'est un processus bancaire classique ou financier, qui est l'organisme de contrôle qui peut certifier que le travail fait par mes développeurs et qui implique des milliards de dollars n'est pas vulnérable. Et pour revenir aux régulations, il y a des régulations qui sont très mises en place en cybersécurité bancaire, DORA et autres, qui vont être adaptées à la blockchain. Après, c'est sûr que c'est un test sur l'UX ou des choses comme ça qui ne sont pas prouvables, oui. Mais dans tout ce qui est prouvable, tout ce qui est mathématique et justement le cœur des transactions, si on prend la blockchain, moi, je prends toujours l'exemple de l'avion ou du métro. Je vais. En fait, on est un système. La vérification formelle, sans parler de notre entreprise, c'est un système de confiance. Ce logiciel, et vous pouvez d'ailleurs reprouver, ça c'est des choses sur lesquelles on n'élaborera pas, mais 2 personnes peuvent trouver la même réponse si le théorème est posé de la même manière. Donc c'est la prouvabilité du logiciel. Voilà. Après, comme toujours, à défaut d'en avoir, il faut bien faire quelque chose d'autre qui est plus manuel, plus mécanique et qui couvre moins de possibilités. Et en on fait avec ce qu'on a. Comme je vois Martino, à la base on dit dans la blockchain code is law. Je crois que c'est Patrick qui l'a trouvé celle-là. Nous on dit math is law. Donc voilà, ce sera peut-être la conclusion. Non, c'était pas pour vous faire conclure. Ah pardon. C'était juste une remarque. En fait, tout théorème se base sur une hypothèse. Oui. Donc là aussi, il y a des hypothèses. Donc je pense que dans l'ensemble des attaques que vous avez bien définies dans les hypothèses, vous avez la vérification formelle que ça ne peut pas se reproduire si vous avez vérifié les choses. Aussi parce que, et je reprends l'histoire des données externes, dans les smart contracts, parfois, il y a aussi besoin de faire référence à des oracles. Et donc là, il y a une porte ouverte qui reste en stand-by. Alors, on était chez Chainlink la semaine dernière. Voilà. Et on en saura plus tard. Bonjour. Moi, il se trouve que je suis juriste. Et j'avais donc des questions qui n'étaient pas des questions techniques. La première, c'est que vous nous indiquiez que la vérification formelle risque de devenir une obligation légale. Et je voulais savoir s'il y avait une définition de la notion de vérification formelle ou si n'importe qui pourrait venir dire « Ah, mais moi, je fais de la vérification formelle sans qu'on sache ce que c'est ». Et la deuxième chose, c'était au niveau des tests et des crash tests et des bugs. Si je reprends l'exemple de la RATP, on peut vérifier un certain nombre de crashs, mais sur des risques physiques. Est-ce que ça s'étend sur des risques juridiques? Et est-ce qu'on peut aussi, dans la vérification formelle, vérifier que le système ne produit pas de risques juridiques? Alors, réponse 1, on vous enverra le papier. Donc, c'est pas un papier de la MFACPR, mais c'est un papier du groupe de travail organisé par la MFACPR et auquel on a participé avec les principales banques de la place, les cabinets d'audit de la place, des cabinets d'avocats et les protocoles de finances décentralisées assez connus, Morpho et autres, qui ont extrêmement bien réussi. Donc le point et ça s'appelle possible certification des smart contracts, donc c'est un rapport de 80 pages et qui dit, quand bien même si on met en place des certificateurs, c'est évidemment il y aura les 2 autorités AMF, ACPR et ANSSI qui, au niveau français, délivreront ces accréditations. Donc non, tout le monde ne pourra pas prétendre le faire. Ce sera encadré par les régulateurs qui diront c'est une société qui peut le faire, accrédité ou pas, si jamais c'est mis en place par la loi. Et de 2, au niveau juridique, il faudrait qu'on soit plus précis, parce que le mot smart contract il est confusant. C'est à la fois pas forcément smart, c'est juste programmable et auto-exécutable, et c'est pas un contrat, sauf à dire que on vient prêter de l'argent et qu'on espère recevoir des intérêts et récupérer sa mise. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore, parce qu'on en discute avec beaucoup de gens, pour l'instant, on n'a pas encore vu la convergence de smart contract qui dirait « et par ailleurs, je vous mets une documentation juridique qui fait que si jamais j'ai un problème dans mon code, je vous rembourse ». Mais les banques qui vont commencer à proposer des produits financiers sur la blockchain, à mon avis, très certainement, vont lier ça à des contrats. Mais le contrat ne fera que juridique que définir ce qui est censé faire le code. Je vous prête de l'argent à 3%. Oui, non. Donc, c'est le code qui fera foi.
Et le contrat juridique attaché, que je pense des banques vont faire, reflètera ce que le code est censé faire. Enfin, de ma perception, mais assez informé, on va dire. Oui, bonjour. Merci. Et en fait, j'ai une question plutôt fondamentale. Comme la méthode formelle, il s'agit des mathématiques. Si jamais on a un problème mathématique avec des nombres irrationnels, par exemple, mais on passe au niveau code, où les ordinateurs travaillent avec des nombres rationnels, comment on peut être sûr qu'on satisfait les contraintes, par exemple, des égalités avec ce genre de situations? Bonne question. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. On reste avec, comme disait Martino, avec des hypothèses et un spectre de probabilité. Donc, bonne question. Je n'ai pas. On demandera à Sweb Barrière, voilà, si tu veux, qui s'occupe de ça, mais je n'ai pas la réponse. Tout à fait honnête. On ne peut pas terminer avec une question sans réponse quand même. Oui, bonsoir. Merci. Alors, moi, j'avais juste une petite question aussi technique. Je ne m'y connais pas spécialement en cybersécurité, mais est-ce qu'il y a des failles qui se basent sur la durée des opérations? Du coup, est-ce que oui, dans vos preuves, vous prenez en compte la durée de chaque élément? En fait, là aussi, on va te retranscrire l'approche qui a été utilisée à la RATP, qui part de l'analyse des risques. Qu'est-ce qui ne doit pas se produire? Et qu'est-ce qui ne doit pas se produire? Disons, dans le monde de la finance sur la blockchain, on ne doit pas se faire voler son argent à la fois par un attaquant externe, mais à la fois par le développeur. On ne doit pas avoir un blocage de ses fonds, soit par quelqu'un d'externe, soit par le développeur qui a décidé de les bloquer. On ne doit pas voir, pour faire simplement, un changement des paramètres qui fait que c'est plus du tout les mêmes règles. On ne doit pas voir un mécanisme arrivé qui fait baisser la valeur de nos actifs digitaux sans qu'on ait donné notre accord. Donc en fait, la question, c'est que le code, l'analyse formelle va permettre de prouver que ce n'est pas possible, indépendamment de la variable temps. Si tu parles d'un simple smart contract, est-ce que c'est possible ou pas d'arriver à cet événement? Pour répondre, enfin, ta question était générique, je vais répondre générique. Tu peux intégrer une notion de cycle sur l'état des variables, donc selon les cas à creuser après, mais en généralité, oui, tu peux intégrer des notions de cycle. Et sur cet exemple, tu regardes le solde qui est vraiment très basique, le solde avant, le solde après. Donc tu peux allonger cette notion de cycle. Mais je vous en profite. Du coup, par exemple, vous simulerez toutes les puissances calcul théoriques, toutes les opérations à la seconde? J'ai pas entendu le début de la question. En fait, du coup, dans ce genre de cas, supposons qu'il y ait une faille qui existe en lien avec la durée d'une opération, vous simulerez absolument tous les calculs possibles, on va dire, donc la puissance de calcul, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas cette faille potentielle. Oui, mais alors il y a des limites à la méthode formelle. Il y a l'explosion combinatoire dont on n'a pas parlé. Donc il y a des cas où tu te retrouves dans de l'indécidabilité et du déterminisme. Donc c'est pour ça que j'ai fait une réponse générique. Sur des cas particuliers, il faudra regarder. Parce que tu peux te retrouver avec une explosion combinatoire et là... Et c'est pour ça que les modèles sont contraints. C'est-à-dire qu'il faut aussi être réaliste. On en est aux prémices de la méthode formelle appliquée à la blockchain. Hein. On n'est que quelques équipes dans le monde à travailler dessus. Ça couvre très bien, je dirais, 95% des cas. Et pour les 5%, c'est nos équipes de R&D, les nôtres et celles d'autres acteurs qui vont travailler dessus. Puis, je veux dire, la méthode formelle, les méthodes formelles, les vérifications formelles est une science qui est en développement, qui a des limites. C'est pas parce qu'on la met dans la blockchain que certaines limites disparaissent. Au contraire, on se trouve avec des challenges où, comme rien n'a été créé, on se trouve avec des nouvelles choses. Mais l'explosion combinatoire est une des grandes limites, d'où l'intérêt, la science, l'expertise qui est importante des gens qui la font, d'où Sweb parlait, afin de savoir comment naviguer avec ça. Il y a beaucoup de façons de faire. Et en fait, je vais revenir à une approche qu'on va appeler la nôtre, celle de Dowsers, en tout cas, dont elle n'est pas singulière, mais c'est la manière dont on la présente. On offre une couverture des risques. Sans risque, ceux-là, ils sont couverts. Après, si on a un 101e qu'aucun d'entre nous n'avait identifié, il n'avait pas été identifié, pas paramétré. Ou certains risques ne sont pas modélisables. Mais en fait, on a une approche, nous, couverture des risques. C'est-à-dire, entre j'ai confié à un brillant auditeur ou quelqu'un junior, parce qu'en fait, je ne savais pas créer dessus, la revue de mon code et donc mon niveau d'assurance sur son inviolabilité est finalement assez aléatoire, à voilà une panoplie, une liste très précise de risques redoutés que j'avais en tant que développeur, dont je sais qu'ils ont été vérifiés mathématiquement comme ne pourront pas se produire. Donc c'est là où on ne prétendra jamais faire du 100%. En cybersécurité, ça n'existe pas. Mais en tout cas, au moins, on apporte
la clarté sur la couverture des risques qu'on aura opérés pour le compte de nos clients. Ni prouver ce qui n'est pas prouvable, hein. Ça va de soi. Alors vraiment une question super basique. C'est un processus unique que vous faites ou est-ce que c'est un processus continu pour la vérification En fait, ça dépend de l'évolution du code. C'est-à-dire qu'un code, quand il est fini, on va faire un processus sur ce code. Or, la beauté de ce qu'on est en train de découvrir, la finance on-chain, c'est que les équipes rajoutent des fonctionnalités, des nouveaux smart contracts. Donc, en réalité, notre approche, et c'est aussi une de nos forces, c'est de dire on programme tous vos risques. Tant mieux, vous revenez dans 3 mois avec un code qui a d'autres fonctionnalités. Tous les risques déjà programmés, on peut les rejouer automatiquement et on va rajouter les nouveaux risques que vos nouvelles fonctionnalités couvrent. Donc on va rentrer, et ça c'est très intéressant par rapport aux sociétés d'audit traditionnelles, sur un modèle que les fonds de capital risque adorent, récurrent. Donc unique si le code n'a pas bougé, s'il évolue. Mais comme en fait on est dans des processus évolutifs, on est sur un processus récurrent. Alors on a d'autres idées sur le monitoring, mais on en parlera dans une prochaine réunion. Je pense que c'est le temps de remercier Dowers Finance. Merci à vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Maxime Diomé, j'ai 28 ans, donc j'ai un peu moins d'expérience professionnelle que mes prédécesseurs, mais j'ai un parcours crypto qui commence en 2013, l'année de mes 16 ans, où en fait, avec beaucoup de chance, pas beaucoup de mérite, mais surtout beaucoup de chance, je découvre les crypto-monnaies à travers le mining de crypto-monnaies. Et évidemment, je suis assez jeune, c'est l'année où Bitcoin passe de $20 à plus de $200, donc on commence à avoir un premier bull run médiatisé. Je te fais compagnie. Et donc du coup je m'intéresse au secteur des crypto-monnaies du haut de mes 16 ans, à en parler à mes parents un peu comme tous les jeunes de mon âge qui avaient découvert les cryptos et qui voulaient du coup faire investir un peu leur famille. Moi ça avait de l'intérêt parce qu'à l'époque je développais des jeux vidéo sur des serveurs Minecraft et je pouvais pas avoir de compte PayPal pour monétiser mes serveurs, et donc du coup les premiers investisseurs et premiers clients, eux, payaient en crypto-monnaie. Et moi, à l'époque, je recevais mes premiers bitcoins. Donc là, on parle de 2013. Je recevais mes premiers bitcoins pour financer des serveurs Minecraft. Alors, plot twist, j'ai jamais financé un serveur Minecraft avec, mais j'ai dépensé ces bitcoins à l'époque. Call of Duty Black Ops 2, qui m'avait coûté un bitcoin, donc je regrette un peu aujourd'hui. Et donc voilà, donc je continue à m'intéresser au secteur des crypto-monnaies, et à l'époque j'avais aucune idée que la crypto-monnaie ça allait être une ressource de valeur et que ça allait être quelque chose qui allait grâce à la spéculation prendre énormément de valeur. Mais déjà à l'époque je trouvais ça fou qu'on puisse l'utiliser comme une monnaie d'échange, même si j'aime pas trop le terme monnaie pour Bitcoin, mais plutôt le terme réserve de valeur. Et donc de fil en aiguille, je fais des études en informatique, je vais jusqu'à un bachelor et puis à Epitech Paris en tant que développeur, et puis je bifurque sur de l'intelligence économique. J'ai toujours été passionné par la finance et par l'analyse quantitative des marchés, des systèmes, de tout ce qu'on peut trouver de près ou de loin avec la finance et tout ce qui est analysable. Et donc à la suite de mes études en intelligence économique à l'école de guerre économique, je rejoins un groupe qui s'appelle Atlantic Financial Group en tant qu'analyste quant. Et avec des compétences en développement, je deviens algo trader, quant trader, même si j'aime pas trop ce terme. Aujourd'hui, on n'a plus trop de traders à proprement parler. C'est plutôt des développeurs qui vont développer des modèles basés sur les maths, des modèles quant, et appliqués pour la gestion du risque, faire du trading, de la gestion d'assets de clients. Et donc au sein de ce groupe, on crée en 2020 une offre crypto. Donc moi, je tradais sur de l'action du côté en bourse, et je mets à créer une offre crypto pour ce groupe. J'étais un peu le crypto guy, donc j'ai hérité de ce poste. Et on a commencé à avoir un mur sur ce marché. C'était donc 2020. On commençait à avoir des premières discussions autour de la réglementation crypto européenne avec les PSAN plutôt pour la France, donc prestataires de services sur actifs numériques, et VASP à l'échelle européenne. Et donc VASP, c'est Virtual Asset Provider. Donc
on a un premier encadrement réglementaire qui naît en Europe et on a aussi qui vont avec les premières sanctions. Donc là, on se rend compte, moi je travaille pour un groupe régulé, que effectivement on ne peut pas faire n'importe quoi, même si le marché des cryptos est un marché récent. C'est comme la finance traditionnelle, il faut se réguler pour opérer. Donc PSAN rentre en jeu, on commence à s'enregistrer PSAN avec le groupe. Malheureusement, on a eu la crise FTX. Là, ça arrivait 2021 ou 2022, si je ne me trompe pas. On avait profité d'un bull run. Avec cette entreprise, on faisait ce qu'on appelait des mandats de gestion. Donc on acceptait l'argent en euros de nos clients, on l'investissait en crypto et on faisait grossir leur patrimoine en actifs numériques. Et on revendait pour eux en euros s'ils souhaitaient cash out, donc prendre leur plus-value. Et malheureusement, en plein milieu d'enregistrement PSAN avec cette entreprise, on a eu le scandale de FTX, donc la plateforme FTX qui a crashé, une perte de, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'était 35 milliards. Suite à de l'ingérence du fondateur Sam Bankman-Fried et de sa société mère qui était, si je ne me trompe pas, Alameda Research. Ouais, Alameda Research. Et donc, le propriétaire du groupe prend peur, se dit non, mais le marché des cryptos, de toute manière, c'est terminé. On a un géant comme FTX qui meurt à petit feu. Enfin, là, c'était peut-être même assez soudain. Et il va entraîner le marché dans sa chute. Donc moi je me retrouve un peu bloqué, on s'est enregistré PSAN, on s'enregistrait PSAN auprès de l'AMF et je me suis retrouvé avec beaucoup d'échanges avec le régulateur, avec la CPR aussi qui est l'autorité de contrôle prudentiel, donc qui est un peu le gendarme et qui est un peu celui qui va contrôler ce que font les acteurs qui sont monitorés par l'AMF. Et donc je me trouve pas mal embêté parce que c'était un peu mon projet. Je venais de démarrer les premiers échanges avec le régulateur. J'ai un peu compris la complication, la dureté et la rigueur qu'il fallait avoir pour être enregistré avec un régulateur. Et en plus le régulateur français qui n'est pas réputé pour être le plus simple. Et donc comme ils arrêtent du jour au lendemain l'activité crypto, moi je décide de partir et de monter Algo Alto, qui est la société mère d'Avency. Et en quittant Algo Alto, j'ai -1 et -2 qui décident de démissionner et qui décident de me rejoindre pour continuer l'aventure, d'offrir des mandats de gestion crypto pour tiers. Donc on crée Algo Alto et on rebelote, donc nouveau mur réglementaire, il faut être PSAN pour opérer. Et donc du coup, un processus pour s'enregistrer PSAN à l'époque, c'est 1 an, voire 18 mois, des allers-retours, donc pour constituer un dossier, des allers-retours avec le régulateur qui peuvent prendre jusqu'à 9 mois. Et donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas racheter une structure qui est déjà régulée PSAN. Donc on a eu beaucoup de chance, on est tombé sur une structure qui devait être partenaire et qu'au final on a racheté, qui s'appelait Lord Token. Et Lord Token, c'est une structure qui avait levé 15 millions, qui voulait créer un exchange français et qui a malheureusement, en moins d'un an et demi, dépensé tout l'argent qu'ils avaient. Ils se sont éparpillés, il y a eu une énorme ingérence sur le budget de la boîte et le budget de la levée. Ils ont un peu floué, il y a eu près de 1500 investisseurs, ils ont floué les 1500 investisseurs de l'ICO. Et nous, on devait être partenaire avec cet acteur et au final, on s'est rendu compte que il fonçait dans le mur, quoi. Donc on a fait un coup de bluff, on leur a proposé de les racheter. Au final, ils avaient plus d'1 million de dettes, donc ils ont vite accepté. Et nous, dans nos calculs, en fait, on estimait qu'on était gagnant de racheter une structure avec des dettes pour obtenir l'enregistrement PSAN, l'agrément, enfin l'enregistrement auprès de l'AMF qui nous permettait d'opérer légalement sans avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et gagner... la dette qu'on avait, on l'a récupérée avec le temps qu'on gagnerait à être régulé. Donc c'est ce qu'on a fait. Au final, l'AMF nous a fait un joli cadeau et a mis 9 mois à nous réguler alors qu'on s'attendait à avoir 3 mois devant nous. Donc bon, gain de temps, oui et non. Et on s'est rendu compte qu'au final, il y avait plus d'enjeux que ça puisque Mika commençait à rentrer en jeu. Donc je ne sais pas si Mika vous parle aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me demande si vous connaissez un peu l'histoire de la réglementation européenne, sachant qu'en fait, l'Europe, c'est vraiment le premier hub
régulatoire crypto, réglementaire crypto au monde. Et je ne sais pas si aujourd'hui vous avez une idée du nombre d'enregistrés en Europe, en tout cas avec un enregistrement crypto. Quelqu'un a un avis ? Je pense que tu es un peu ambitieux de parler de la naissance de Mika, là. On ne connaît pas vraiment tout de ta vie et de ton parcours, et aussi la naissance de Davency, mais qu'est-ce que vous faites dedans, déjà ? Oui, alors je suis allé un peu vite. Davency, c'est une entreprise qui est une plateforme de gestion crypto sur laquelle vous pouvez déposer des cryptos, acheter et vendre des cryptos, et aussi placer vos cryptos sur des stratégies qui sont totalement déléguées, donc des mandats de gestion. Donc vous avez des analystes quant et des personnes qui ont une expérience dans le trading algorithmique et l'analyse des marchés, qui vont trader pour vous les crypto-monnaies, vos actifs numériques. Donc vous pouvez déposer des euros ou des cryptos, et l'objectif du mandat de gestion de Davency, c'est de surperformer l'actif sur lequel vous investissez. Donc si vous investissez sur Bitcoin, la base de la performance va être la performance de Bitcoin, et pas juste une performance flat par rapport au point de départ de quand vous avez investi. Et avec Davency, on a aussi d'autres business units qui sont... Il y avait peut-être une... Ouais. Attends. Et vous arrivez à outperform la classe d'actifs en question ? Bien sûr, c'est pas systématique. C'est impressionnant si vous y arrivez. C'est 2 fois sur 3 en moyenne. Wow. Après, on peut faire dire ce qu'on veut aussi aux chiffres. Et je mets un warning là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, cette année, moi, j'ai pas surperformé le marché. Les 3 dernières années, je les ai surperformés. On a un track record de 4 ans. Et effectivement, donc après, je peux très bien dire à mes clients, bon voilà, mesdames, messieurs, je vais surperformer sur 3 ans. Et là, effectivement, je me retrouve avec beaucoup d'acteurs concurrents qui vont surperformer sur 3 ans. On a, mais je vous en prie, on accorde beaucoup d'importance aussi à la gestion du risque. Nous, la gestion, on va la faire vraiment sur du quantitatif, donc on va pas faire au doigt mouillé, on va se baser sur des maths aussi. C'est pas toujours gagnant, c'est pas systématiquement gagnant aussi. Quand on est prêt à prendre des gains, c'est qu'on est prêt à prendre des risques, et donc des risques potentiellement des pertes. Et donc voilà, on fait aussi d'autres business units qui vont sortir, mais là on est freiné par la réglementation, et c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet. On a lancé des offres de tokenisation, et la tokenisation, c'est plusieurs réglementations mélangées. Donc il y a de la crypto, il y a de la réglementation traditionnelle, et on fait aussi, on voudrait sortir des crédits lombards. Donc aujourd'hui, on est en mesure, techniquement, on peut le faire. Ouais, des crédits lombards en crypto. Donc légalement, on ne peut pas le fournir à des clients pour l'instant, mais techniquement, on peut le faire. Un crédit lombard en crypto, ça a énormément de sens, parce que si vous avez un Bitcoin... Je pense que ça vaut la peine de créer, en fait. Ouais, mais... Ouais, alors je ne connais pas assez la réglementation suisse, mais en France, c'est compliqué. Par exemple, nous, on le fait, mais que pour... On a un avocat, on l'exploite. Non, on l'a perdu. En France, on peut le faire, mais il faut des enregistrements. Pardon ? Ouais, alors là, c'est là que s'arrête mes limites. Moi, je le fais que par rapport à mon business, donc je suis un peu limité par rapport aux US et par rapport à la Suisse. Mais en tout cas, en Europe, il vous faut des enregistrements européens, soit AMF, soit locaux, soit européens, plus des enregistrements traditionnels de la finance. Et pour donner l'exemple en fait du crédit lombard avec un Bitcoin, donc si vous avez un Bitcoin qui vaut 100 000 euros, vous allez pouvoir emprunter jusqu'à 50% de votre collatéral. Donc vous allez déposer dans un smart contract, dans un protocole, ce Bitcoin qui vaut 100 000 euros. Vous allez recevoir 50 000 euros, un peu moins avec les spreads. Donc vous allez devoir rembourser des intérêts sur votre crédit lombard, sur votre Bitcoin. Donc vous allez rembourser par exemple, moi je sais pas, 6% d'intérêt annuel. Tous les mois vous allez rembourser un loyer. Ça peut être flexible et indéterminé. Ça veut dire que tant que vous remboursez les intérêts et pas votre loyer, les intérêts uniquement, vous allez pouvoir faire tourner le crédit indéfiniment, et vous allez avoir donc le collatéral qui est bloqué sur le protocole, sur le smart contract, et vous avez en parallèle les 50 000 euros USDC que vous avez reçus, qui sont la moitié du prix du Bitcoin. Est-ce que je suis assez clair ? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ? Oui ? Oui, ça existe. Tu peux répéter la question ? Alors, la question, c'était est-ce que les crédits lombards existent sur la crypto ? Et oui, ça existe. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui le fournissent pour du retail, qui ne sont pas régulés. Je pense par exemple à Binance. Binance, aujourd'hui, ils le font, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ça reste la référence, ça reste la plus grosse plateforme qui est active en Europe et dans le monde d'ailleurs.
Et eux fournissent des crédits lombards. Oui. Alors, on le fait pas. Alors, donc, comment on le fait si on veut le faire pour des montants inférieurs à 75 000 euros? Comment on fait pour pas être en breach avec les lois sur les crédits de la consommation, ça? Alors, alors, très simple, on peut pas le faire. Et en France, avec des taux d'usure en plus. On peut pas du tout le faire en France. Là, vraiment, il faut être enregistré. C'est des enregistrements qui sont très compliqués. Et effectivement, le taux d'usure, il me semble qu'il est pris en compte. Après, il y a certaines limites qui sont plutôt des limites techniques. À savoir que si vous voulez, par exemple, un crédit flexible, le minimum, ça va être par exemple 50 000 $ ou stablecoin USDC, par exemple. Donc déjà, on réduit un peu le client potentiel. Il y a aussi des taux d'exposition qui sont des taux d'exposition maximum. Par exemple, on a des questionnaires d'adéquation avec les clients qui sont vivement conseillés, voire même obligatoires, où on doit s'assurer que le client, par exemple, ne va pas investir plus de 15% de son patrimoine global. Et ça, c'est des mesures de sécurité qui sont vivement conseillées par l'AMF, presque obligatoires à appliquer. Attendez. Vous devez répéter la question. Si vous devenez prêteur, c'est-à-dire bancaire, il va vous falloir des contraintes de fonds propres sérieuses. Oui, en Europe, très lourd. En Europe, ce sont des contraintes qui sont qui rendent la chose impossible. Oui, moi, je pourrais pas le faire dans les contraintes actuelles, par exemple. Non, mais un citoyen européen, il est soumis en Europe aux lois européennes. Les lois américaines ne sont pas applicables, les lois suisses non plus. Oui. Ah oui, je dis pas le contraire. Hein. Je vois pas où vous voulez en venir. Si on veut convertir en fiat. Oui, non, mais bien sûr, mais en fait, vous, en tant que citoyen européen, déjà, de base, si vous utilisez un service comme le service de Binance, Binance est dans l'illégalité. Et c'est aussi... Alors oui, pour l'instant, les contraintes en Europe, alors on s'était renseigné, sont très très compliquées. Moi, je suis une start-up, je représente une start-up. J'ai pas du tout le budget d'aller dans ce secteur. C'est plutôt un secteur qui est réservé aux banques ou aux acteurs bancaires. Donc nous, on va plutôt se présenter comme une solution technologique où on va aller apporter et du conseil ou même le droit. Enfin, la brique technologique pour l'acteur bancaire. Mais par contre, moi, ça ne m'empêche pas de fournir ce service, par exemple, à un associé. Quelqu'un qui, capitalistiquement parlant, est dans Davinci, pourra bénéficier de ce service fourni par Davinci. J'ai deux questions, mais la première, c'est sur l'aspect régulation. Donc vous êtes une start-up, vous êtes en Union européenne, la France ajoute sa couche de régulation. Pourquoi vous ne vous mettez pas à Malte ou en Lettonie ou en Estonie comme beaucoup de startups le font et vous vous adressez le marché français depuis ce pays-là? On est dans un marché commun et malheureusement les règles s'appliquent à tous les pays membres et c'est comme ça que les acteurs français qui sont dans la difficulté comme vous réussissent à contourner cet aspect régulatoire qui en effet est extrêmement cher et pas assumable pour une startup. Merci beaucoup pour cette question, justement je voulais y venir. En fait, parmi les 2600 acteurs VASP, donc enregistrés avec un enregistrement crypto en Europe, plus de la moitié sont extra-européens et on en a moins d'une centaine qui sont avec un enregistrement cohérent avec le marché. Cohérent avec le marché, ça veut dire avec un régulateur suffisamment sérieux et costaud pour avoir une certification honorable ou une certification reconnue. Par exemple, vous êtes régulé à Malte, vous allez obtenir votre enregistrement MiCA beaucoup plus facilement. Et moi, je ne crache pas sur Malte. Ils ont plus de budget, ils ont plus de moyens, ils ont plus d'équipes. Mais l'enregistrement du régulateur maltais n'a pas la même valeur, il n'a pas la même réputation qu'un enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers en France. Et donc nous, quand on a commencé, on se doutait bien que commencer dans un marché qui est le marché des cryptos, avec notre cible client, nous les clients avec lesquels on a l'habitude de traiter, ce sont des clients qui sont des high net worth individuals, qui ont l'habitude de traiter avec des acteurs régulés, qui ont l'habitude de traiter avec des acteurs traditionnels. Et eux, il ne faut pas les brusquer. Ils travaillent avec
des family office, des CGP, ils vont toujours choisir et prioriser le choix d'un acteur régulé. Donc nous, on a décidé de s'enregistrer en France par gage de confiance et parce qu'on croit aussi, on est persuadé que être enregistré en France aussi, ça rassure nos investisseurs français, ça rassure les clients français et les clients européens, puisqu'aujourd'hui la France, elle a la réputation de safe harbor, donc de port safe, de port franc au sein de l'Union européenne. Donc c'était très important pour nous de le faire en France et pas à Malte. Et aujourd'hui, il y a le retour de bâton. Donc il y a beaucoup d'avocats qui ont un discours que je soutenais, notamment Arnaud Touati, qui est spécialisé dans les crypto-monnaies, qui expliquait que effectivement les acteurs qui devaient se réguler très rapidement, parce que là on a jusqu'à juin 2026, et là je parle que des acteurs qui étaient déjà régulés, sinon tous doivent être MiCA pour opérer. On doit s'enregistrer rapidement. Et moi, par exemple, juste une simple mise à jour de PSAN, qui est le niveau inférieur, ça m'a pris 9 mois. Alors bon, j'ai peur pour MiCA. Je m'enregistre actuellement MiCA. Je sais que je vais être prêt à partir de mars-avril 2026, quoi. Alors que mon dossier est déjà prêt. Je commence le dépôt. Et overall, ça vous prend combien de temps, cet aspect régulatoire sur votre 50%. Okay. C'est simple. Moi, on est une toute petite structure. Hein. On est 8. Et on est 5 opérationnels à plein temps presque sur la réglementation. Aujourd'hui, vous avez très peu de start-up crypto européennes successful à cause de la réglementation. Je m'explique. Aujourd'hui, sur le top 100 des plateformes crypto sur Apple Store, vous en avez que 15 qui sont européennes. Et dans les 15 qui sont européennes, vous en avez que 6 qui sont régulées. Les autres, elles jouent avec le feu, elles ont les pots de Damoclès au-dessus de la tête et un jour ou l'autre, elles vont se faire ce qu'on appelle toper par le régulateur. Donc le régulateur va sonner à leur porte. Bonjour monsieur, c'est tant d'amende. Vous n'avez pas respecté les règles de LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui ont des sanctions très lourdes et des sanctions pénales. On l'a vu aussi d'ailleurs, alors là c'est un autre exemple, mais c'est aux États-Unis avec Changpeng Zhao, donc le cofondateur de Binance, qui lui s'est fait arrêter. Il y a des faits avérés, mais effectivement, en France, tous les acteurs qui opèrent et qui ne sont pas régulés ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête et le payent un jour ou l'autre. Même ceux qui vont se réguler à l'avenir, au bout d'un moment, l'ACPR, donc l'organisme de contrôle, va leur tomber dessus et va leur dire mais vous avez opéré, vous n'étiez pas régulé. Donc s'il y a le moindre litige avec un client, le client se fait rembourser par l'organisme. Et on l'a vu, alors j'ai plus le nom de l'acteur en tête, mais il y a un acteur qui a opéré 2017-2018, il n'y avait même pas encore de réglementation. Et ils ont dû rembourser un litige d'un client d'une somme de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que c'était de la faute du client. C'est un client qui avait perdu ses accès, qui s'était fait voler ses cryptos, c'était pas de la faute de l'exchange. Mais comme il n'était pas régulé, l'AMF, l'ACPR, les a contraints à rembourser le client. Et ça, c'est très light, les amendes qu'on a. Tu veux poser une question ? Les amendes qu'on a quand on est un acteur régulé, c'est en centaines de milliers d'euros. Enfin, c'est très sévère, c'est du pénal, c'est de l'interdiction d'exercer. Nous, le moindre faux pas, on peut perdre notre enregistrement. Donc en fait, et je vais y venir après, perdre l'enregistrement pour mon entreprise, c'est grave au point que je ne peux plus opérer. Et que je perds presque 50% de la valorisation de mon entreprise aussi. Et en tant que start-up, j'ai besoin de lever des fonds si je veux scale up, si je veux concurrencer des entreprises comme Binance, Coinbase ou des gros exchanges, qui d'ailleurs, alors là, Coinbase, eux, sont régulés, Binance n'est pas encore MiCA. La majorité des gros exchanges ne sont pas régulés, et moi, je me bats contre des acteurs qui ont un unfair advantage. Mais la roue tourne et au final, ce sont les acteurs comme Davinci qui sont en train de s'enregistrer aujourd'hui, qui prennent de l'avance et qui avaient pris déjà de l'avance avec le PSAN et qui prennent de l'avance aujourd'hui avec MiCA, qui font que on sera les seuls à avoir le droit d'opérer et on sera les seuls aussi avec le droit d'avoir des partenariats avec des prestataires techniques, puisque les prestataires ne pourront plus opérer avec des opérateurs, avec des entreprises qui ne sont pas régulées. Et donc l'unfair advantage qu'avaient mes concurrents, aujourd'hui, je vais l'avoir. Moi, demain, j'aurai un unfair advantage où je pourrai opérer et en tant qu'acteur régulé avec des acteurs institutionnels, donc des banques, des gros fonds d'investissement, des family office et du retail en même temps. Et je pourrais aussi faire de la communication, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, faire de la communication, il faut être MiCA. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit assez peu de communication sur les cryptos, si ce n'est le top 5 mondial.
Merci beaucoup pour la réponse. Ma dernière question, après j'arrête, c'est sur l'aspect prêt lombard. Donc moi, je viens vraiment du monde crypto. C'est comme ça que je suis intéressé à la finance. Donc je connaissais la DeFi, faire un prêt lombard sur DeFi, c'est un prêt DeFi, quoi. Et ma question, c'est donc en France, bon déjà de ce que j'avais compris, sur un prêt lombard en crypto, le collatéral a une valeur fixe. Typiquement, si je fais un prêt lombard avec un Ethereum et que l'Ethereum est multiplié par 2 dans 3 mois, j'ai pas de possibilité de mouvement et d'ajuster la quantité de cash que je vais pouvoir emprunter, du moins dans ce que j'avais compris. Et du coup, vous, appliqué à votre système, c'est totalement possible. Ouais, okay. C'est totalement okay, possible. En fait, moi, Bitcoin perd 45%. Globalement, le client se retrouve liquidé. Il y a 5% de spread, par exemple. Là, c'est un exemple que je donne. Hein. Ça peut être 1%, ça peut être 10%, ça peut être 15%. Mais Bitcoin, j'ai un Bitcoin à 100 000, il tombe à 55 000 $. Il y a le palier de sécurité qui s'enclenche. Le client est liquidé, mais il n'a plus rien à rembourser. On s'est remboursé, nous, sur le collatéral du client. Et vous construisez ça sur une infrastructure, un blockchain ou en interne Les deux. On fait SEX et DEX, donc Central Exchange et Decentralized Exchange. On va faire de l'agrégation en fait, de plusieurs offres. Par exemple, si demain Binance a une offre à 3% d'intérêt annuel, c'est plus intéressant que d'aller sur Avalanche où j'ai du 7% annuel par exemple. Et donc moi j'interface tout ça. C'est pas moi qui fournis le smart contract, c'est pas moi qui fournis. Moi je suis vraiment la brique technologique et je mets sous le nez du client en gros l'offre adéquate. Merci. Ah. Il y a une autre question au fond à gauche. Fais attention. Hein. Oui, c'était sur l'aspect réglementaire. Moi, la vision que j'en ai et des problématiques auxquelles vous êtes confrontés, c'est qu'en fait, il y a une volonté du régulateur, certainement, de sécuriser l'activité, mais bien au-delà de ça, il y a une volonté de l'étrangler dans la mesure où l'État ne supporte pas qu'il puisse émerger une puissance monétaire concurrente. Et en réalité, la face cachée de tout ça, c'est que l'État s'est mis juge et arbitre pour tuer une activité, puisque comme il est le plus grand faux monnayeur du monde, il ne veut certainement pas qu'il y ait des concurrents moins faux que lui qui viennent le concurrencer dans son hold-up. Alors c'est très vrai, hein. Moi je le vis tous les jours. Croyez-moi, hein, c'est très frustrant quand on passe des centaines de milliers d'euros avec des avocats. Alors j'ai la chance d'être accompagné par l'ancienne directrice juridique des marchés financiers. Donc c'est une avocate qui, quand elle me promet quelque chose, je sais que je l'aurai, mais derrière le travail il est très conséquent, très cher aussi. Et ça c'est tous les acteurs régulés, hein, c'est pas inhérent à Davinci. C'est pour tout le monde. Mais effectivement, la sensation que j'ai, c'est quand je me fais contrôler, donc quand on a le régulateur qui nous pose des questions pour essayer de comprendre ce qu'on fait, pour vérifier que tout est safe, tout est sécurisé, les questions sont tellement poussées que parfois je me dis, bon, j'ai l'impression qu'ils font traîner le tapis, qu'ils font durer le plaisir. Et alors, je nuance, mais effectivement, on a donc l'AMF qui pose des questions, on a le contrôleur, donc l'ACPR qui en pose plus. Et là, quand vous avez un contrôle ACPR, c'est très poussé. Et le malheur de la crypto aujourd'hui, c'est que tout est tracé. Et donc, du coup, en fait, tout est vérifiable. Et donc, du coup, l'ACPR demande de plus en plus de questions. Et aujourd'hui, une entreprise qui est enregistrée, régulée sur la finance traditionnelle, je pense, a moins de contraintes techniques qu'une entreprise régulée dans la crypto. On a aussi la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est un parallèle, qui est un sujet à part entière et qui est beaucoup plus poussé sur le marché de la crypto que sur le marché traditionnel des actions. Aujourd'hui, vous allez sur une plateforme, par exemple, je dis n'importe quoi, mais eToro, vous achetez des actions, on va vous demander moins d'informations qu'une plateforme sur laquelle vous allez acheter des cryptos, sur lesquelles on va vous demander la source de vos revenus, preuves, des déclarations d'imposition, sur lesquelles nous, acteurs, on va devoir faire un scoring de clients, mais avec énormément de paramètres qui vont être sur quel appareil ils se connectent, quelle localisation, beaucoup de paramètres qui vont être des paramètres de notation qui vont alors atteindre à la privacy du client, mais qui sont quand même intrusives et qui dérangent aujourd'hui les clients quand ils s'inscrivent. Ouais. Bien sûr. Et en parallèle, donc nous, on se régule, on fait les choses comme il faut, et quelques mois après avoir obtenu le PSAN, on nous apprend que MiCA rentre en vigueur et qu'on est obligé d'améliorer notre niveau réglementaire. Aujourd'hui, un PSAN, ça sert plus à grand chose aujourd'hui un PSAN, puisque à partir de juin 2026, les opérateurs crypto seront obligés d'être régulés MiCA.
ça coûtait 150 000 € en moyenne pour s'enregistrer PSAN. Aujourd'hui, Mika, on est plus de l'ordre des 500 000 € et 500 000 € par an, sans prendre en compte juste l'enregistrement avec les frais d'avocat qui coûtent aussi très cher. Mais quand on enregistre PSAN, on a déjà une belle avance. Parce que le régulateur vous oblige à avoir un compliance officer, vous oblige à avoir plusieurs outils de vérification anti-money laundering, donc lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, outils qui coûtent très cher. Vous n'avez rien en dessous de 10 000 € en setup fees quand vous vous inscrivez. Donc ça, c'est très vite impossible pour une start-up. Moi, j'en fais les frais. Je vois avec Davinci, on a encore une start-up, on a un budget start-up. Je n'ai pas d'autre choix demain que de lever des fonds si je veux scale up à une vitesse de croisière intéressante. Aujourd'hui, moi, je m'autofinance. On a la chance d'avoir récupéré une plateforme. On a la chance d'avoir racheté une plateforme qui avait une base solide de clients et qui avait pas mal de demandes. Et ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, même si on est un petit acteur, même si on n'est pas énormément connu, on a une demande organique qui est assez folle. En fait, moi, je m'autofinance par rapport au chiffre d'affaires que je suis capable de générer avec Davinci. J'ajoute mes briques les unes après les autres. Tout grandit brique par brique. Rome, c'est pas fait en un jour. Mais je suis face à des Binance, à des Coinbase, à des groupes bancaires qui, eux, ont des budgets colossaux et qui sont capables de dépenser 500 000 € en claquant des doigts sans que ça... Enfin, pour eux, ça ne représente pas énormément. Alors vous m'avez devancé puisque ma question c'était sur le coût et les moyens nécessaires pour avoir ces agréments PSAN et MiCA. Et du coup, ça constitue une barrière à l'innovation. Vous estimez, par rapport à d'autres pays, les États-Unis ou en Asie, quelle barrière, quelle difficulté ça représente pour l'entrepreneuriat? En fait, c'est assez fou parce que, et ce constat, on l'a en participant à des hackathons, la barrière technologique, c'est pas le problème numéro 1 de la crypto. Aujourd'hui, on a Papa Bitcoin, on a l'Ethereum, on a les Layer 2 qui font le job et qui collectent et qui profitent à l'adoption de la crypto en général. Et n'importe qui un peu doué peut faire n'importe quoi. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est être régulé et être approuvé par le régulateur et opérer légalement. Moi, quand j'ai commencé en 2020, je veux dire, c'était... là, on commence, j'opère et j'ai mes supérieurs de l'époque qui me freinent tout de suite. Oh là, Maxime, attention, t'as pas le droit d'opérer. Tu peux faire ça. Là, c'est 150 000 € d'amende. Là, c'est 15 000 € d'amende par client. Enfin, ça refroidit vite. Et effectivement, se réguler, tout le monde n'est pas capable de le faire. Alors là, c'est assez particulier. Pourquoi ? Parce que faire un site web, faire une infra crypto aujourd'hui, faire en autodidacte ses propres smart contracts sécurisés, c'est possible. Mais faire en autodidacte des contraintes réglementaires, c'est très compliqué. Là, c'est vraiment un apport. C'est un avocat qui va échanger avec le régulateur. Le régulateur, il a des besoins spécifiques. Il va vous imposer des contraintes ou des vérifications supplémentaires qu'on trouve dans aucun manuel, qu'on trouve dans aucun exemple. C'est tout nouveau. Aujourd'hui, on a des défis où, par exemple, on est obligé de passer une legal ops, donc un avis réglementaire, un avis légal d'un avocat, pour une interprétation d'une obligation du régulateur. Et nous, on ne peut pas aller dire au régulateur, mais attendez, là, on ne comprend pas bien, vous voulez quoi ? Le régulateur n'est même pas capable de nous le dire, en fait. C'est à nous d'avoir un plan sérieux et d'avoir l'avocat qui rédige les policies et qui rédige les obligations et de les appliquer. Mais effectivement, en Europe, aujourd'hui... Alors, aux US, c'est même galère, très compliqué de s'enregistrer si on n'a pas le budget. Pareil, alors il y a un hub qui est plutôt Middle East, qui est à Dubaï. Le hub worldwide aujourd'hui pour la majorité des plateformes crypto, c'est Dubaï. Vous avez peut-être 40% du top 100 des applications et des plateformes crypto aujourd'hui qui sont hébergées à Dubaï, Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et effectivement, la France reste le safe harbor avec les États-Unis, mais la France reste très chère et l'Europe reste très chère. Et parmi l'Union européenne, il y a peu de régulateurs qui sont avec une bonne réputation. L'AMF a une très bonne réputation, mais l'AMF est très compliquée. C'est beaucoup plus compliqué d'être régulé en France, en Europe, qu'Amal par exemple. Oui ?
Merci. On parlera régulation parce qu'il se trouve qu'on connaît bien les régulateurs, pas juste ici, mais dans les endroits que tu viens de mentionner, à Malte aussi, et ainsi de suite. J'imagine que tu as suivi la volonté de certains régulateurs, notamment le français, de confier la régulation à l'ESMA. Oui, bien sûr. Ouais, c'est une très bonne chose. Enfin, moi, je le vois. L'autorité des marchés financiers sont débordés. Littéralement. Pour bien les connaître, enfin, si je fais un aparté, pour bien les connaître, ce sont des gens qui aiment cette technologie. Réellement, ils ont un intérêt, ils ont une compréhension, mais c'est un service régalien. Alors après, on sait aussi pourquoi il y a le secteur public et le secteur privé qui n'a pas vu d'un œil favorable l'émergence des crypto-monnaies, c'est très clair. Banque centrale européenne est contre et banques commerciales privées majeures françaises sont contre ou ne s'y intéressent pas. Mais après, pour les équipes du régulateur, il y a réellement un goulet d'étranglement. Ils ont une pile de dossiers comme ça, ils sont 3 à devoir gérer eux-mêmes des process aussi gros que ceux qui sont imposés, de ce que nous on voit. Alors oui, moi aussi je connais bien le régulateur malgré moi. Et effectivement, ce qui est, alors il y a une anecdote en fait, ce qu'on observe avec le régulateur, c'est que les auditeurs, ceux qui travaillent pour l'AMF et qui vont s'occuper d'un dossier, ils font pas long feu à l'AMF. Pourquoi ? Parce que l'AMF c'est pas très sexy, c'est surtout un tremplin pour aller ensuite travailler dans des entreprises crypto qui sont ravis de recruter des anciens de l'AMF pour leur legal ops. Et on le voit, beaucoup d'auditeurs de l'AMF, beaucoup de personnes avec qui on échange à l'AMF ont quitté leur poste et se retrouvent aujourd'hui dans des entreprises. Et donc, ils ont peu d'effectifs. L'effectif n'a pas forcément le temps et est très strict, très rude. En parallèle, on s'est enregistré Vara à Dubaï. Là, on est en pré-approvol. C'est juste magnifique, quoi. Avec eux, là, j'ai l'impression d'être avec des start-upers. Les gars, on échange. Tout se fait via mail, mais du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, j'ai une réponse dans la journée. L'AMF, si j'ai une réponse dans la journée, je crois que ça m'est jamais arrivé, quoi. Ça a été avec l'AMF, si j'ai une réponse dans la semaine, je m'estime heureux. Donc voilà, après je veux pas cracher dans la soupe non plus, je sais pas qui nous regarde, je préfère avoir de bonnes relations avec le régulateur, sachant que je suis en enregistrement actuellement, donc voilà, mais bon. Question. Oui. Bonsoir et Bonsoir. merci. Question d'une profane qui n'a donc pas suivi le calendrier du 6e package AML par rapport à crypto. Donc quand vous parlez de la lourdeur de réglementation en termes de la crypto, est-ce que vous parlez déjà du 6e package qui est en cours ou alors le meilleur est à venir pour vous? Alors, si je ne me trompe pas, avec le 6e package, il y a l'échange d'informations automatisées au sein des plateformes. Aujourd'hui, on a déjà la Travel Rule. Vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que le 6e package arrive avec juin 2026, c'est ça ? En fait, comme il y a directive, réglementation et plus l'organisme de surveillance au niveau européen à Francfort, qui goes live là, voilà, à peu près ici. Et je sais que ce package met un paquet sur crypto, mais les dispositions, ils ont des calendriers différés. Donc, en fait, vous n'avez pas une date. Oui, Chaque secteur, pour chaque aspect, il faut s'intéresser. Comme ce n'est pas mon domaine, mais je suis dans compliance dans le sens large, je sais que ça s'étale à peu près sur 1 an et demi. Oui, c'est par palier. 2 ans, mais là, il reste 1 an et demi. Alors, donc, si vous êtes encore avant package, alors là, on a le régulateur européen à Francfort qui augmente les exigences et qui fait que tous communiquent, et là, en base commune, ça se match et ça va être beau. Alors, c'est assez particulier parce que dans la crypto, on a une politique LCBFT qui est totalement indépendante, qui est propre à la crypto. Les mesures se durcissent, elles sont de plus en plus contraignantes. Après, nous, on dit amène à tout, on est obligé. Et en plus de ça, c'est toujours mieux parce qu'au final, ça donne aux régulateurs un accès direct, un contrôle direct et une transparence où en fait, il y a moins de place à l'erreur pour l'acteur régulé et donc moins de risque de perte de son agrément ou de son enregistrement. Par contre, quand on a des délais, quand ce sont des propositions visées sur 1 an ou 2, c'est un peu jeune, parce qu'à chaque fois qu'on a eu une date, ils l'ont reculé systématiquement d'1 an ou 2. Donc là-dessus, moi je ne suis pas trop inquiété. Sur la partie LCBFT, comme sur les cryptos, c'est très particulier.
À part les nouvelles obligations MiCA, on n'a pas plus de contraintes. Après, il y a eu la mention de MiCA 2 aussi. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite pour le côté business, mais vous n'avez aucun acteur régulé qui va souhaiter MiCA 2. Parce que MiCA 1 est déjà énormément contraignant. Voilà, je ne vais pas dire tout ce que j'en pense pour pas être vulgaire, mais effectivement, MiCA, c'est intellectuellement parlant, pour une start-up ou pour une entreprise en développement, c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi et quelque chose qui n'a pas été pensé. Nous, on a des obligations avec Davinci où on va devoir avoir un compliance officer, on va devoir des choses qui sont assez normales, mais on a des contraintes avec des nouvelles lois, notamment la loi DORA pour la cybersécurité, qui sont tellement contraignantes que moi, je perds par exemple 30% de mon budget ou 40% de mon budget légal, qui augmente à cause de ces réglementations. Et par exemple, tu vois, Patrick, ça, quand tu dis on attend MiCA 2, les gars, visez MiCA 1, vous pouvez le faire, quoi. Vous n'avez pas besoin d'un... Tu as apporté quelques précisions sur le sujet pour avoir entendu des choses. On ne va pas finir comme ça. Non, en fait, MiCA 1 est ce qu'il est, et comme tu le sais, les banques n'ont pas besoin de suivre MiCA, elles sont agréées directement quand elles veulent faire ça. Donc on comprend bien pourquoi ça a été mis en place. PSI, tu parles Les banques n'ont pas besoin d'être MiCA, elles ont déjà leur service de compliance en réalité. Puis elles ont déjà ce qu'il faut. Ouais. C'est bien pour ça qu'il y a MiCA. Et c'est bien pour ça qu'on te colle DORA et ces choses-là. Évidemment, les normes, il y a des gens, tu as fait l'école de guerre économique, tu sais à quoi servent les normes. Oui. Donc en fait, et la bataille sur les normes. Et on voit d'ailleurs des batailles sur les normes et autres. Mais le sujet, pour moi, c'est plutôt une question positive. Comment est-ce que tu vois, au-delà de ces contraintes que tu subis comme d'autres, ta société à 12 mois et à 24 mois, et comment vois-tu en parallèle l'arrivée maintenant de grands acteurs? Prenons Cadavre qui dit, bon, maintenant, si vous voulez générer de l'intérêt, je vous fais une application mobile, ne cherchez pas à comprendre ce qu'est la blockchain, je vous connecte par votre carte bancaire à ça, et tout le reste derrière est invisible. Donc les deux questions, toi et puis l'arrivée des géants qui simplifient l'accès à la crypto-monnaie. Alors pour moi, pour Davinci, c'est bénéfique. En tout cas, MiCA, la réglementation de ça, et c'est ce que je disais avec l'unfair advantage, c'est que en fait, donc là, je vais arriver dans un processus où je vais avoir besoin de lever des fonds pour upscale, pour améliorer et faire grandir Davinci. Aujourd'hui, on a une croissance qui est uniquement organique. Par exemple, rien que le marketing, c'est un budget que je ne vais pas pouvoir me permettre si je veux développer d'autres fonctionnalités, parce que le légal me prend énormément de budget. Bon, on l'a voulu, c'est comme ça, mais par contre, ça augmente la valorisation de l'entreprise. Aujourd'hui, que ça soit... Alors là, je vais parler principalement de MiCA en Europe et de Vara à Dubaï. Les entreprises qui sont Vara à Dubaï, donc aujourd'hui, il n'y en a qu'une trentaine, dont moins de 15 qui ont tous les enregistrements nécessaires pour opérer une plateforme d'exchange, une plateforme crypto, comme on se l'imagine. Et donc ça valorise et ça survalorise même un peu l'entreprise, qui va pouvoir lever des fonds plus facilement, parce qu'elle peut dire directement à des investisseurs, voilà, vous avez vos projets crypto, que ce soit de la tokenisation immobilière, que ce soit des services d'exchange, que ce soit des produits de crédit lombard ou même de services de financement en général sur la blockchain. Vous allez pouvoir opérer du jour au lendemain directement, et vous avez la sécurité de la réglementation. Vous êtes parmi les premiers aussi du marché à opérer. Et ça donne des valorisations en dizaines de millions pour des entreprises. Alors je ne dis pas que ça va être le cas pour Davinci en France, parce qu'en Europe c'est beaucoup plus compliqué d'aller récupérer des fonds. Mais par exemple, si moi je veux faire une levée de fonds à Dubaï, je sais que j'aurai une valorisation bien plus élevée qu'en Europe. Et encore aujourd'hui, on a des acteurs qui sont des acteurs traditionnels, des acteurs bancaires, qui sont intéressés pour racheter l'entreprise parce qu'on a les niveaux réglementaires qui nous permettent d'opérer, ou même qui vont être intéressés par des partenariats parce qu'en fait ils veulent déléguer la partie crypto, ils veulent ni être responsables des risques générés par cette activité, ni être responsables de la réglementation qui va avec les risques de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Et donc moi avec MiCA, ce qui est positif, c'est que je le vois, on a commencé à créer un dossier qui est bientôt finalisé. L'entreprise a largement évolué parce qu'elle a dû respecter certaines normes MiCA qui au final sont bénéfiques pour la sécurité de l'entreprise, pour la sécurité de nos clients et pour nos process. Mais effectivement, une entreprise qui va vouloir se réguler MiCA et qui arrive dans 2 ans, elle arrivera trop tard parce qu'elle n'aura pas l'avance réglementaire. MiCA va se renforcer, les contrôles vont être plus compliqués, les exigences vont être plus sévères.
C'est un peu moins le cas pour Davinci. Je dis pas qu'ils sont moins sévères, mais je dis que comme on est là depuis le début, ils nous connaissent déjà. Donc ils n'auront pas les 6 à 9 mois d'aller-retour qu'on fait, qu'on fait en... Oui, pardon. Ouais. Oui. Ah oui, pardon. Petite question, du coup, bonsoir. Vous disiez tout à l'heure que Mika et Psan, c'est parmi les plus difficiles à obtenir au monde. Est-ce que ça se transforme en... Disons, est-ce que c'est plus simple après d'obtenir d'autres certifications au niveau mondial une fois que vous avez ça? Est-ce que ça simplifie le travail derrière? Exactement. Et à quel point? Et pour Vara, globalement, on n'aurait pas pu s'enregistrer Vara si on n'avait pas le passé Psan avec Davinci. Il y a des exigences qui sont des exigences un peu plus contraignantes que dans le monde traditionnel. Alors dans le monde traditionnel, on vous demande d'avoir une expérience professionnelle dans la compliance ou dans le milieu bancaire, enfin dans le secteur dans lequel vous travaillez. C'est pareil pour la crypto. Mais pour la crypto, c'est assez compliqué parce que quand on vous demande 10 ans d'expérience dans la crypto alors que vous êtes dans un marché qui existe légalement que depuis 2 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, j'ai le marché actuellement de la réglementation, il se fait que dans des mentions de port franc de safe harbor, et vous avez que la France, vous avez que alors l'Allemagne commence à se faire une place, le Luxembourg aussi, vous avez Vara à Dubaï, et effectivement si moi je veux m'enregistrer demain aux US, j'aurai un avantage déjà en réputationnel parce que je suis enregistré à Vara, que je suis enregistré auprès de l'AMF ou de l'ESMA en Europe. Comment on va conclure, Maxime? Alors, comment je voulais conclure? Parce que j'ai dit que la moitié de ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on va dire à nos étudiants qui veulent monter leur start-up? En fait, aujourd'hui, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez faire la brique technologique, mais il faudra toujours prendre en compte la brique réglementaire. Et en France, il y a un biais où en fait, les personnes pensent qu'il n'y a pas de réglementation dans la crypto. Or, il y en a une. Elle est bien en place et c'est la case obligatoire. On est obligé de passer par là. Et ce qui devenait une contrainte parce que ça coûte très cher encore aujourd'hui, va devenir à l'avenir un avantage. Et on le voit aujourd'hui. Moi, avec Davinci, je vois à Dubaï, j'ai des valorisations qui sont délirantes de l'entreprise. Alors c'est tant mieux pour moi, c'est tant mieux, ça va me permettre de lever des fonds, mais qui sont uniquement basées sur le niveau de réglementation de l'entreprise. Mais pourquoi? Parce que derrière, moi j'ai des acteurs qui gagnent des millions, si ce n'est des milliards dans la réglementation. Là, je parle par exemple de Hyperliquid. Hyperliquid, ils n'ont pas de base régulée. Donc, ils sont nulle part, dans aucun pays, ils sont régulés. Donc, c'est très compliqué pour eux de s'installer, de travailler avec des institutionnels, et ils vont devoir le faire un jour ou l'autre. Et moi, avec Davinci, donc, je vais développer mon entreprise. L'objectif, c'est de devenir un leader du marché européen, en tout cas des plateformes crypto européennes et mondiales. Mais je suis tout petit à côté d'un Binance. Or, je peux travailler pour un géant qui, lui, serait prêt à payer une fortune pour justement pouvoir travailler avec un acteur qui lui permet d'accéder à des marchés. Le marché européen ou le marché, par exemple, Worldwide à Dubaï ou le marché US, avec la réglementation. Donc voilà, aujourd'hui, tout est encadré en Europe. Il n'y a plus l'excuse, c'est un marché qui n'est pas régulé. Non, tout est encadré, tout est régulé. Et la réglementation va apporter une réelle valeur aux entreprises qui le sont et qui vont le devenir. Sachant qu'aujourd'hui, pour rappel, sur 100 entreprises de l'App Store, vous en avez à peine 8 qui sont européennes et régulées. Ah. C'est presque un arbitrage, donc il faut... C'est aussi un arbitrage. J'ai pas parlé de mon parcours, mais moi, en tant qu'analyste quant, je participe à la création des stratégies pour Davinci. On vend aussi des stratégies à d'autres acteurs. On fait des outils de gestion du risque aussi, qui n'ont rien à voir avec la gestion qu'on peut avoir avec une gestion de trading particulière. Quantitatif, pardon. Et on a eu le miracle des LLM avec la démocratisation de ChatGPT qui ont donné un poids sur des mots. Donc avant, ce qui n'était pas quantitatif, donc par exemple des tweets, de la psychologie de marché avec des sentiments de marché, aujourd'hui on le quantifie avec les LLM. Et donc on peut avoir une analyse quantitative sur des modèles basés sur de l'analyse de sentiments par exemple. Et donc en bon quant,
je pose le pour et le contre, et je me rends compte qu'en fait, il y a un déficit et il y a un mauvais arbitrage entre les plateformes qui sont régulées et les plateformes qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, la majorité des leaders ne sont pas régulés, vont devoir y passer. Alors, les leaders comme Coinbase, Binance, etc., eux s'enregistrent, mais des leaders un peu plus futiles comme Hyperliquid ou des Decentralized Exchange, eux vont avoir besoin d'avoir un pied dans un pays régulé et vont avoir besoin d'avoir leur port franc avec une entité régulée. Bonne chance. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Maxime. Merci.